enregistrer, ça y est. Bonjour à tous, ici Alexandre Barthélémy. Bienvenue dans ce coaching collectif. Nous sommes le lundi 9 septembre 2024. Il est 16 heures. On a déjà combien de participants? Déjà 22 participants. Et je commence tout de suite avec Donna. Donna, je t'écoute. Merci, bonjour à tous. Si tu veux bien me permettre de partager mon écran. Ouais. Alors, J'espère que le son est mieux que la dernière fois. J'ai essayé d'un autre gadget. On me dirait si c'est le cas. ça Vous résonne. m'entendez bien? Ça va. Franchement, ça va. On t'entend. Et pourtant, ce n'est pas une église. Alors, je partage l'écran aussi. Voilà. Donc, c'est un autre vue que celui que j'ai présenté la dernière fois. J'espère que vous voyez l'écran avec le... Ouais, c'est bon. C'est moi qui ne vous entends plus. OK, donc voici en fait une société un peu structurée dans le sens où il y a deux boîtes. Donc en fait, je vais aller assez vite sur les chiffres pour m'interroger aussi. J'ai pas mal de questions. Une boîte qui fait de la fabrication et de la pose de fenêtres aluminium. Donc en fait, il y a deux structures. Une structure qui fait la pose, qui en fait a une évolution extrêmement importante ces dernières années. J'ai une explication. 1,5 million, 1,9 million, 2,5 millions. Je vais rentrer sur les détails. Et puis, en fait, une autre structure à côté qui fait de la fabrication. Donc, il donne 50% de la production à la petite boîte qui fait la fabrication qui lui appartient également. 400 000, 500 000, 900 000. Donc, effectivement, les deux, ça donne quand même quelque chose déjà qui est un petit peu solide. Alors, je me suis permis un nouveau tableau qui, en fait, fait exactement la consolidation des deux, un peu à l'américaine. C'est-à-dire que j'ai fait uniquement du collage, du copier-coller de chiffre à chiffre. Donc, ici, on a en violet exactement ce qu'on retrouve dans tes tableaux et que je n'ai pas touché. En revanche, j'ai fait les sommes ici et quelques toutes petites modifications. Et donc, je vais vous parler de l'ensemble en sachant qu'il se peut que il y a des choses qui ne soient pas justes et vous corriger parce que faire tout simplement la somme de deux boîtes comme ça, je trouve que ce n'est pas très, très cohérent malgré tout. Je me suis permis quelques adaptations aussi qui ont coûté avec mes associés parce que je modifiais les tableaux d'Alexandre. Et malgré tout, donc on a une boîte qui faisait 1,9 million en 2021 au total et qui fait 3,5 millions en 2023. Donc on est à 180% d'augmentation, donc x2 pratiquement sur le chiffre d'affaires en 3 ans. L'explication est assez simple, c'est une structure familiale, on en est à la troisième génération, donc le grand-père a créé la boîte, c'est le père qui a mené la boîte dans sa totalité ces dernières années. Il a 57 ans, il veut partir en retraite, et il a fait venir son fils il y a 2 ans, qui a 24 ans aujourd'hui. Son fils a fait des études dans le métier, et en fait, du fait qu'il est arrivé, c'est leur explication en tout cas, et effectivement, le fils a secoué un petit peu les branches, et a priori, ça descend. Donc, en fait, c'est une explication de cette évolution extrêmement importante, 28% entre les deux précédentes années et 41% la dernière année. Donc, ça fait vraiment très, très gros pour une boîte qui, en fait, est une belle endormie, c'est-à-dire qui existe depuis des années, qui a des clients, des fournisseurs, voilà. Donc, elle fait pratiquement 60% de B2C et 40% de B2B. Donc, je n'ai pas traité le BE, je dirais, beaucoup, et je poserai une question tout à l'heure, parce que selon moi, il n'y a rien à traiter. Et donc, je me pose vraiment des questions par rapport à ça. Le salaire du dirigeant est de 3 500 euros par mois. Il y a sa femme qui est dedans, qui est comptable, qui en fait fait une comptabilité aux petits oignons, c'est-à-dire que c'est extrêmement précis sur la messe fiscale et on a déjà beaucoup d'informations. Et donc, effectivement, elle a tendance à nous dire, allez voir tout ce qu'il en est. Donc, en fait, la rentabilité est extrêmement importante. On est à 13% de BE et 9% pratiquement de rentable. Alors, on va voir que ce n'est pas aussi simple, puisqu'effectivement, on charge de fixe 1,3 million de trésor. Donc, en fait, c'est une boîte qui a consommé de l'argent. Donc, on a analysé ça parce qu'en fait, avec mes associés, donc on n'est pas l'orgueil. Quand on est allé au rendez-vous la semaine dernière, on pensait qu'ils voulaient vendre la boîte hors trésor. On avait le prix de vente, je vais vous le donner. Mais en fait, c'est avec la trésor. Donc, aujourd'hui, il en veut 2,2 millions, en sachant que la trésor, elle est de 1 million. Donc, voilà, je dirais les éléments. Il y a du stock, il y a du BFR, il y a de la trésorerie excédentaire. Alors, c'est pour ça que je l'ai appelé consolidation Barthélémy, parce que je me prépare à faire une autre. Et celle-ci, c'est vraiment en suivant tes règles, c'est-à-dire avec de la facturage et de la BL. Donc, du fait qu'il y a un compte client qui est quand même assez gros, on est à 720 en total, encore une fois, c'est-à-dire que probablement que maintenant, il y a des erreurs, parce que dans les clients qu'il y a dans la petite boîte, le client principal, c'est le client de la grande boîte. Et vous me corrigerez là-dessus si nécessaire.
Et donc, il y a de la facturage et il y a un tout petit peu d'ABL parce qu'il y a un parc machine d'environ 150 000. J'ai fait un calcul à la louche et j'ai dit on doit pouvoir, on a peut-être 80 000 de machines qui ont moins de 5 ans et qui donc pourraient être revisitées sous cette forme. J'essaye au maximum de tirer tout ce qu'on peut de cette boîte. Un BFR de 560, une trésorerie donc excédentaire de 740, un financement probable d'1,3 million, ils en veulent 2,2 millions. Alors, 1,3 million, il y a une trésorerie nette de dette qui est de 900 000 euros, donc il reste beaucoup d'argent une fois qu'on a payé les dettes. Il n'y a pas de dette, pratiquement. Il n'y a que de l'argent, il n'y a pas de dette. Et donc, c'est une boîte qui gagne bien sa vie, mais qui était bien endormie, c'est-à-dire le gars n'a pas besoin d'argent. C'est une famille portugaise depuis 3 générations. Il dit, moi, je prends 3 500 sur cette boîte-là, je n'ai pas besoin d'argent parce que j'ai 90 appartements à côté, et donc c'est quand même ce qu'il faut. Donc moi, je m'arrête 57 ans, etc. Alors, ça paraît joli, enfin, il n'y a rien de grave, mais la question, c'est quand on met ça sur le tableau, 2,2 millions avec 1,3 million de trésor, malgré tout, et qu'on essaye de faire jouer ces calculs pour arriver à quelque chose de, je dirais, de vert, là, je frôle le 51%, et c'est pour ça que c'est rouge, mais voici le maximum que j'ai pu trouver. Donc, en fait, 200 000 de crédit vendeur, un petit prêt de 210, un earn-out, et puis on arrive malgré tout à 1,8 million, mais c'est tout de même 82% du prix du vendeur. Et comme je vous l'ai dit il y a 15 jours, on vient de se faire remarquer 4 fois de suite parce qu'on a toujours proposé un prix extrêmement bas, je m'interroge une nouvelle fois. Et je dois avouer que je ne voudrais pas en fait désabusé une nouvelle fois. En faisant les calculs à la mode d'Alexandre, en fait, sur la base du résultat net ou sur la base de l'EBE, j'arrive sur quelque chose qui est très proche. Donc 2 millions sur la base du résultat net et 2,2 millions exactement sur la base du calcul de l'EBE. Donc c'est EBE plus trésorerie moins de dette. Il n'y a pas de dette, hein, rien du tout. Il n'y a que des comptes à terme. Alors effectivement, ça fait 1,13 fois la valeur aussi, on est très très demandé, mais ça fait quand même 7 EBE. Voilà. Qu'est-ce que je fais de ça, docteur? Ok. Déjà, c'est une belle boîte. En effet, on voit elle est plutôt bien gérée. Les capitaux propres sont bons. La trésorerie, déjà, laisse transpirer qu'en effet, la boîte, elle est bien gérée aussi. Ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'avec la formule 3 fois le RN plus la trésorerie moins dette, on est quand même proche de ce que tu peux financer. Tu peux financer 1,8 million et la valeur est 1,9 million, enfin 938. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Si le cédant a du mal à négocier, si tu n'arrives pas trop à le faire descendre en dessous de 2 millions 100 par exemple, ou 2 millions d'euros tout simplement, tu peux accepter un crédit vendeur plus important, même si ça dépasse des 50% de l'EBE. Pourquoi? Puisque plutôt que de demander un crédit LBO sur 2 millions d'euros, ce qui va être compliqué avec l'apport et la caution personnelle, même si tu es en dehors des clous en pourcentage de l'EBE avec ça, voilà, par exemple à 59%, 60%, ou même au-delà, si jamais il veut, tu peux tout à fait prendre possession de l'entreprise et aller voir une banque, non pas pour avoir un crédit LBO, une dette senior, mais pour pouvoir réétaler, racheter le crédit vendeur pour l'étaler sur 10 ans cette fois, et non pas sur 5. Donc tu peux t'autoriser à aller plus loin derrière, même si tu vois que au démarrage, ça coince un peu. D'accord. Et ok, donc moi je suis très chaud pour ça. Quels arguments je pourrais trouver pour mes associés qui en fait en restent à des calculs, on va dire, très, très précis, qui sont ceux du tableau, mais qui nous donnent, tu vois, effectivement, une impossibilité ici. Ça, on ne l'a pas envisagé avec eux parce qu'effectivement, on pensait que c'était pas possible. Donc on en est arrivé là, on arrive au maximum d'1,8. Est-ce que donc, enfin, ou la question différente, c'est qu'est-ce que tu ferais toi? Est-ce que ça vaut le coup selon toi? Moi, j'ai identifié un très gros potentiel. Alors, effectivement, c'est l'avenir, mais c'est une boîte qui a très bien fonctionné, qui est très bien connue. C'est une boîte qui est sur ma région et qui est juste à côté de chez nous. On peut y aller très vite. On peut être le jeune, en fait, le jeune qui a 25 ans, qui a 2 ans, il connaît très bien la structure. Et le père a commencé à le mettre aux manettes. Donc, c'est le directeur général qu'on attend dans les 3-4 ans qui viennent. Et je me dis, on peut je dirais, le briefer, le coacher. Et ça nous enlève cette quand même grande difficulté de trouver quelqu'un à mettre en place à sa place. Donc, il y a quand même plein de positifs, de plein de Oui. positifs. Je trouve aussi. Je trouve aussi. Donc, si je comprends bien, le fils, il serait ouvert à rester quelques années. Oui, alors le fils, il a un pourcentage du capital qu'il accepte enfin, qu'il veut revendre parce qu'il y a une histoire familiale, sa sœur, ils sont obligés de tout vendre et lui, il veut rester salarié. Il va redevenir salarié. Alors, il y a une option qu'on n'a pas évaluée, c'est qu'il est proposé de rester.
il était assez sceptique, on les a vus vendredi dernier, hein, parce qu'effectivement, il dit, moi, je ne vous connais pas, si jamais on ne s'entend pas, si je suis propriétaire aussi, c'est pas déconner. Mais c'est aussi une option, alors que j'avais imaginé, c'est de lui faire garder en fait un pourcentage du capital, je crois qu'il est à 20%, et dans ce cas-là, ça réduit le prix d'autant. Alors, c'est pas mal. Le truc, c'est que tu as quand même 1,3 million à remonter dès la session sous format de remontée de dividendes exceptionnels. Donc, s'il garde 20% là, enfin, tout de suite, et que toi, tu rachètes 80 au moment de la session, tu vas devoir lui donner 20% de ces 1,3 million. Donc, là, ça va être compliqué. Donc, autant racheter 100% tout de suite et après la session, à la rigueur, lui donner peut-être 5, 10, 20, enfin, ce que vous voulez ensuite pour pouvoir le motiver suffisamment. Moi, je trouve ça Mhm. bien. En effet, c'est une boîte qui est, comme je te disais, bien gérée. Le prix de cession est pas déconnant du tout. Et même si demain, il n'accepte pas le crédit vendeur, il y a toujours la solution du crédit BFR non affecté. Vu qu'il n'y a pas de dette, je vois qu'il y a 236 euros de dette financière, donc comme on dit, zéro, tu peux tout à fait lui dire, voilà, je vous paye 1 346 000 le jour de la session. Et 30 à 60 jours après, je vous rajoute 400 000 euros pour pouvoir, voilà, mis à part le earn-out, bien sûr, pour pouvoir compléter la somme. Et vu qu'il y a zéro de dette et vu la santé de l'entreprise, ça ne sera pas trop un souci auprès des banques. Alors, parce que là, effectivement, on rentre dans le détail, je te remercie pour ces précisions, ces options. Le crédit vendeur ne me semble pas déconnant, 200 000, bon, ça fait 50 000 par an, 43. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je me sens capable de lui faire acheter ça, donc de lui vendre. Et par contre, le prêt aux banques, parce que ce qu'on a peur, c'est d'aller voir les banques et qu'elles commencent à nous déshabiller complètement, quoi. Moi, c'est pour ça que j'ai vu, maintenant, je vais créer un autre tableau qui est la consolidation, je dirais c'est une autre façon à nous, mais qui est sans affacturage et sans ABL, ben, effectivement, on n'ira nulle part parce que le prêt il est beaucoup trop important. Excuse-moi, je t'ai pas trop entendu, Donna. Est-ce que tu peux me répéter ta question? Oui, le prêt de 210 à la banque, ça ne te semble pas déconnant. J'ai peur que la banque nous dise 210 000. Pour acheter une boîte qui vaut 2 millions, comment vous faites pour aller chercher le reste? Alors non, là, en fait, c'est vraiment un crédit BFR non affecté après la cession. Donc, il ne faut pas aller les voir en disant, voilà, j'ai besoin de vous pour acheter l'entreprise, parce que c'est là où on va dire où le bas blesse. C'est là où ils vont être hyper regardants sur les comptes, ils vont tout passer au panier fin, ils vont te demander caution perso et apport. Si tu le fais après la session, donc dans ta LOI, quand tu structures ta LOI, tu précises 1,3 million à la session, ça tu sais comment les débloquer, et paiement à 30 jours, 210 000 euros. Donc en fait, dès la session, tu vas trouver le banquier dans lequel il y a les flux bancaires de la société et tu vas lui dire, voilà, on veut recruter, on veut se développer, on veut faire du marketing, on a besoin d'un prêt de trésorerie non affecté, est-ce que vous accepteriez de nous financer 210 000 euros? Et vu la taille de la société et vu la santé financière de la boîte, ça me paraît pas déconnant. Ok, merci. Après, donc ça, c'est des questions que moi, je me pose. Donc, je vais essayer d'obtenir la liasse fiscale. On verra pour les salaires, mais c'est tellement clair que je m'attends à très peu de surprises. 80% du prix demandé, bah, tu y as répondu, je te remercie. Le retraitement du fait des deux boîtes, on n'en a pas parlé, c'est des choses qui pourraient apparaître comme ridicules dans nos tableaux qu'il faudrait vraiment corriger. Le fait que c'est je dirais, une accumulation des données de deux structures. Ok, ta question c'est quel retraitement faire? C'est bien ça, si j'ai bien entendu? Oui, Ouais. Alors bah là, pour le coup, vu qu'il y a le fils qui reste en tant que directeur général, moi, je retraiterai à 100% le salaire du père qui est sortant. J'ai entendu tout à l'heure aussi qu'il y avait son épouse aussi, hein, c'est ça? Qui était dans oui, qui s'occupe de l'administratif. Ça, il faut retraiter son salaire à 100% et réintégrer peut-être le salaire d'une employée administrative si elle s'occupe de l'administratif et la compta, par exemple. ouais. J'ai considéré que c'était un mi-temps de compta, donc ça faisait 3 000 à 4 000 euros pour une boîte de cette taille-là. Ouais. Euh, enfin, 3 000 euros. Elle ne coûte pas 3 000 euros. Non, ce serait un surcoût. Oui, je suis d'accord. Je le ferai. Après, pour le fils, il est déjà à 3 000, je crois. Et le père ne gagne que 3 500. Donc, en fait, effectivement, on aura un salaire de moins parce que le père va disparaître. Donc, ça fait du cash en plus. Je suis d'accord. Voilà, juste le salaire du père à la rigueur. Et le salaire de l'épouse est neutralisé. Voilà, c'est tout ce qu'il y a Ok. à mon avis, là-dessus. Est-ce que tu as vu Ok. sur les comptes détaillés qu'il y avait peut-être des hôtels, des restaurants, peut-être qui vivent sur la boîte un petit peu, peut-être, hein? Qui Rien du tout, très peu. Il y a 5 000 euros de frais de restauration pour l'année.
En revanche, il est très généreux avec ses collaborateurs et il les paye grassement. Et il nous dit, c'est pour ça que j'ai une équipe qui ne bouge pas, parce que je suis très généreux. Et donc, ma stratégie, enfin, ce que j'ai compris, moi, de la lecture du bilan, c'est que c'est quelqu'un qui, en fait, n'avait pas besoin de résultats et de dividendes, et qui, en fait, faisait fonctionner sa boîte au mieux et ses collaborateurs au mieux. Donc, pour moi, c'est très simple, mais effectivement, ça manque le prix. Et moi, personnellement, j'y crois et j'ai très envie d'acheter à ce prix-là. Il faut que je convainque mes associés. Ouais, ouais. Non, mais moi, je te dis, vas-y, ça a l'air, comme tu disais, très sain. Donc, je pense que c'est une belle boîte à racheter. Tu as déjà le DG en place en plus. C'est le fils. Il connaît les clients, certainement. Il connaît les fournisseurs. Donc, c'est un gros raccourci là-dessus. Et tu as surtout une belle quote-part déjà de financement de l'exploitation. Donc, c'est top. Vas-y. Ouais. Très bien. Ce sont mes seules questions. Merci beaucoup. Une nouvelle fois. Super. Merci pour ton partage. Alors, je récupère le statut. J'accepte la salle d'attente. Génial, super. Eric, si tu veux, Oui, écoute. oui, merci Alexandre. Alors, tu sais, moi j'ai fait une première campagne. Ouais. J'ai déjà pris des rendez-vous, mais là cet après-midi j'ai eu un premier rendez-vous un peu difficile, mais je vais t'expliquer si ma décision finale a été la bonne ou pas. C'est une boîte de BTP. Alors attends, j'ai les références sous les yeux. Euh, donc, boîte de menuiserie, belle société, divisée en trois. D'accord, 3 millions, 3 millions, 1,5 million. D'accord, ils sont dans la menuiserie, ils sont bien placés, donc tout va bien. Sauf que à chaque fois que j'avançais, il me bloquait sur les chiffres qu'il voulait me donner. Ça veut dire qu'il me donne les chiffres d'affaires, c'est bien, mais à partir du moment où je demandais le dernier montant du résultat des exercices, il a commencé à tiquer. Il a dit, moi, je suis absolument hors de question que je donne quoi que ce soit par téléphone, tout ça. Donc, je dis, bah oui, mais moi, il faut bien que j'avance. Il faut que j'ai bien des informations pour que je puisse vraiment aller de l'avant. Oui, mais non, moi, je ne travaille pas comme ça, tout ça. Donc, très vite, je suis passé à la question suivante. D'accord. Donc, pas mal. Il travaille en B2B. Il n'a que du B2B. Donc, c'est plutôt pas mal. Il rentre dans les critères. Ça reste plutôt pas mal. Aucun membre de sa famille. Donc, très bien. Il quitte la boîte parce que son père est décédé il y a quelques mois, donc il souhaite vendre. Il est passé par un intermédiaire qui n'a pas du tout travaillé, donc le contrat s'est terminé. Il est prêt à vendre dans les 6 mois. Donc, moi, j'avance dans mes questions. Il répond oui, non, tout ça, tatati, tatata. Et ça bloque à chaque question, ça bloque. Par contre, il rentre dans les critères. L'immobilier, la CI est séparé de la société, donc tout va bien, tous les critères. Il y a un problème psychologique chez lui, c'est qu'à un moment, il me dit, bon, bah alors maintenant, si vous voulez aller plus loin, et puis il essaie de diriger la discussion, moi j'essaie de revenir en reprenant la main, et il me dit, oui, si vous voulez aller plus loin, de toute façon, il va falloir vous déplacer, et il faut passer par mon notaire pour, pour avoir si vous voulez avoir des informations. Alors, je lui explique, alors, tu vas me dire si c'est juste ou pas. Alors, j'ai peut-être tous les conseils. Je dis, écoutez, vous avez bien lu le courrier que, bon, si vous mettez trop d'intermédiaires entre vous et moi, la négociation, c'est pas le notaire, le comptable, X raison. Si tout le monde intervient, au bout d'un moment, moi, je vais dire, attendez, je négocie avec qui? C'est bien avec le gérant que je dois négocier. Et on parle, mais il reste ferme sur chaque décision. Il n'y a pas de DG, donc il n'y a pas quelqu'un qui veut reprendre, il n'y a personne. Les chiffres d'affaires sont intéressants, la boîte elle tourne bien. Par contre, il m'a dit une information qui là m'a un peu bloqué. Il m'a dit, de toute façon, moi, quand j'ai posé la question sur le compte courant d'associé, très rapidement, il m'a dit, non, mais de toute façon, moi, je reprends tout avant la vente. Ça veut dire qu'il est déjà, lui, prêt pour prendre, il est déjà mis d'accord avec sa holding, tout ça, tout est déjà fait. Et moi, dans ma tête, je me dis, bah, alors, à quoi ça sert, moi, d'aller de l'avance, il retire déjà tout l'argent qui me sert de levier pour acheter. Même s'il y avait une bonne trésorerie, 200 000 en dehors, il a pas mal de véhicules, une quarantaine de véhicules, sauf qu'il a une personnalité. Je me dis, si je vais aller de l'avant avec lui, ça va tiquer toutes les 2 secondes avec ce gars-là. Donc, j'ai pris la décision finale en disant, écoutez, on va mettre un terme à cette discussion parce que si vous qui essayez de vendre depuis 6 mois, les intermédiaires ne vous bousculent pas au portillon. Moi, j'ai 9 dossiers sur ma table. Si vous voulez aller plus loin, vous avez mon numéro de téléphone. Quand vous sentez que vous n'avez personne qui veut acheter, bah, vous me rappelez, puis on en discute. Voilà. Est-ce que tu penses que j'ai pris une bonne décision ou pas? Je pense que tu as pris une très bonne décision, Eric. Tu peux me dire Pourquoi? pourquoi?
Oui, bien sûr. Oui, mais je n'allais pas m'arrêter là. Non, parce qu'en fait, il y a quand même un red flag numéro un qu'il faut savoir repérer. Je sais que dans la reprise d'entreprise, on est très sur les chiffres, on est très sur ce qu'on Hmm. peut lever, etc. Mais il y a un critère qualitatif et donc quantitatif qu'on a du mal à cerner, mais toi tu l'as très bien cerné, c'est qu'on ne peut pas faire de deal avec des CON. Quand ça bloque dès le début comme ça, quand c'est difficile, quand la discussion est tendue, presque agressive lors d'un premier call, on ne peut pas aller plus loin parce qu'en fait, Ah oui. le premier call, c'est le plus facile. Au fur et à mesure, si jamais tu t'engages avec lui, que tu signes une LOI, que tu pars dans les audits, etc., au fur et à mesure du process, en se rapprochant du délai final, la pression et le stress montent pour chacun, pour l'acquéreur comme le cédant. Et Hmm. s'il est comme ça au début, ça va faire x10 au moment de la session. C'est ce que je pense aussi. Red flag total, on arrête là et on next, clairement. Même Alors, si... si ça avait été une personne très agréable, Oui, vraiment correcte, tout ça, j'aurais fait l'effort de dire, écoutez, pas de problème, dites à votre notaire qui m'envoie le document, je le signe, je prends les informations. Mais vu que c'était quelqu'un qui faisait que du rentre-dedans, je me suis dit, oh là là, dans ma tête, je vais continuer pour aller plus loin. Et quand j'ai demandé combien ils vendent, alors ils vendaient bien sa boîte. 3,9 millions, ils demandent, alors que sur 3 boîtes, il fait 3,5 millions, 3 millions, 1,5 million. Les chiffres étaient bons, mais la personnalité, je me suis dit, je vais me retrouver, moi, avec des difficultés dès le départ. C'est même pas la peine, ça va être la bataille à chaque virgule. Et je me suis dit, je vais préférer. Et j'ai dit non, mais j'ai dit que s'il était ouvert à une discussion et qu'il voulait aller plus loin, vous avez mon numéro de téléphone, vous m'appelez, on y va plus loin. exactement. Il faut fermer, mais laisser la porte ouverte. Et Oui, lorsqu'il reviendra, parce qu'il reviendra, puisqu'il a pas réussi à ah vendre oui, la boîte, donc il va revenir un jour ou l'autre, ça sera à toi de lui refaire le coup de diriger la conversation et de dire non, non, monsieur, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas vous qui dirigez la discussion, c'est moi qui impose mes propres conditions. Et puis si vous n'êtes pas content, moi j'ai 10 autres dossiers, mais par contre, vous n'avez rien en face. bon, ok. Donc j'ai bien fait d'avoir Très bien. clôturé alors cette discussion parce que voilà, les chiffres étaient bons, pas de problème particulier. Il veut reprendre ses comptes courants. J'ai dit, bon, allez, je sens bien qu'il y a des gens qui vont partir avant que j'arrive. C'est même pas la peine que j'essaie de quoi que ce soit. Ça s'arrêtait là. Très bien. C'est ce qu'il Donc fallait après, faire. j'ai d'autres rendez-vous déjà téléphoniques, de boulangerie, tout ça, et une autre boîte intéressante, là, samedi matin. J'en parlerai la semaine prochaine. Voilà, plutôt industriel aussi. Donc ça avance. Et puis voilà. Donc bah écoute, je te remercie. Je voulais juste te raconter un peu mon expérience. Et puis voilà, pour dire, voilà, il y a l'effet aussi psychologique qui compte. Je voulais savoir si j'avais bien fait aussi de clôturer la discussion. Tu as bien fait. Comme je te disais, il y a les chiffres d'un côté, il y a ce qu'on peut financer, mais il y a aussi la relation entre personnes. Parce que Hmm. même si on va plus loin, donc comme je te disais, les relations se tendent, plus on va vers le contrat de cession, et c'est encore une fois, c'est x10. Mais imagine ce mec-là, une fois qu'il a vendu, qui t'accompagne pendant 6 mois post-cession. J'ai C'est même pas été jusque-là parce que je crois qu'il a même pas voulu aller dans l'accompagnement. J'ai même pas essayé d'en discuter en fait, hein. C'est-à-dire que je vois bien que lui il veut partir, veut vendre et puis ça s'arrête là. ouais, Donc, par contre, le fait qu'il n'ait pas dit qu'il est, alors, peut-être je vais retrouver plusieurs cas, mais quand il n'y a pas de DG, par exemple, et que la boîte, le contact se passe bien, tout ça, est-ce que c'est une fermeture à la discussion pour aller plus loin ou bien ça s'arrête là? Enfin, est-ce que je peux continuer s'il n'y a pas de DG ou pas? S'il n'y a pas quelqu'un qui tu peut peux remonter? continuer. Oui, tu peux continuer, même s'il n'y a pas de DG dans les comptes, s'il n'y a personne pour la piloter, tu peux toujours, si jamais la boîte te plaît vraiment et que tu peux bien la financer, recruter de manière extérieure, recruter un DG à l'extérieur. Ok, d'accord. Donc si ça avait été un bon contact, lui, j'aurais pu aller plus loin sur ce point-là. Ouais, Ok, très bien. Bah, écoute, voilà, Alexandre, je voulais juste faire un partage d'expérience et puis avoir aussi ton retour sur ce point-là. Mais nickel. bon, Merci Eric. c'est bien. Partage. Merci. Kevin, je t'écoute. Ah, il y a Yes. une quatrième et une cinquième Eloï qui arrivent. Pas encore. J'aurais bien voulu, mais ça ne saurait tarder. Mais c'était pas pour ça que j'étais là. Mais oui, oui, écoute, à mon avis, ça ne va pas traîner. C'était pour une question, parce que j'ai une nouvelle boîte sympa qui a découlé et je voulais être sûr d'un point. Pour mini parenthèse, hein, Eric, je suis tombé sur quelqu'un, moi, qui m'a dit, très sympa au téléphone au début. Et puis, quand je lui ai demandé les documents, qu'il ne me les envoyait pas, je l'ai rappelé. Il m'a dit, je ne vous enverrai rien, j'ai pas envie de me faire pirater. Ah, donc, dans les petites notes, tu sais, moi j'aime bien garder un top 10 des trucs les plus bizarres qu'on a pu avoir en prospection. Bah, celui-là, il est Ouais, pas mal. Et quand ouais. je lui ai demandé
coordonnées de son comptable, ne voulant pas être en échange de mails avec moi. Il m'a dit que son comptable non plus ne voudrait pas être piraté. Bon, dans ce cas, vu que personne ne veut être piraté, on va arrêter là. Voilà, c'était juste pour la petite Bon, anecdote. très bien. Merci pour le partage. Alexandre, est-ce que je peux partager mon écran? Oui, bien sûr. Alors, hop, Si jamais tu n'es pas obligé de me mettre haute, tu vois, sur la petite flèche, tu peux autoriser plusieurs partages. ah bon, d'accord. Comment tu fais ça Que alors? là plus, parce que là, tu m'as mis haute. Mais Ouais. quand tu es sur le partage d'écran, il y a une mini flèche sur la droite et tu mets plusieurs participants peuvent partager simultanément. Et comme ça, tu gardes à chaque fois la main. Ah, bah alors attends, je vais essayer si tu permets, du coup, Kevin. Vas-y, Attends. récupère. Alors, je récupère l'autre et j'essaye. Petite flèche à Tu vas côté de dessus, moi. Ah ouais, pas mal ça. Ah oui, comme ça, je peux accepter les participants et voilà, c'est nickel. Exactement. J'ai essayé là de cliquer dessus. Ouais, c'est bon, je peux partager. Parfait. Génial. Mais tu Là, vois, je ne serais pas venu pour rien. voilà. Alors, je t'explique. C'est une société qui fait en fait de la construction de maisons. Elle tourne bien. Je veux dire, je ne vais pas rentrer dans tous les chiffres parce que c'est pas tant là l'analyse. Je veux dire, ça, maintenant, je m'en sors plutôt bien. C'est juste pour être sûr d'un élément, à savoir la trésorerie excédentaire. Et pour avoir la trésorerie excédentaire, il faut que j'ai besoin de fonds de roulement. Et je veux être sûr de ne pas faire n'importe quoi dans ce calcul parce que si je calcule bien, et c'est pour ça que ça me paraissait fou, j'ai un deal incroyable. Mais encore une fois, je ne m'excite pas tant que ce n'est pas le cas. Donc, j'ai ici, on est d'accord, c'est stock plus créance client, moins dette fournisseur si je veux faire un BFR. C'est exactement ça. Tout à fait. OK. Donc là, stock, j'ai matières premières et autres approvisionnements, 97 500, bon, j'arrondis, hein, plus en cours de production. Je le compte ça aussi? Normalement, oui. Alors, je ne suis pas expert comptable, mais normalement, si on respecte la formule, c'est toute la ligne stock et en cours. D'ailleurs, si un des C'est participants m'écoute et est expert du BFR, n'hésitez pas à participer là-dessus. Normalement, Je c'est l'avais tout la ligne calculé comme stock. ça aussi, tu vois. Je m'étais dit, allez, j'additionne les deux, je suis à 203 500. Ensuite, à créance client, on le voit ici. Je compte même pas les autres créances. J'ai 560 600. Ouais. Oh, attends, je me suis trompé. Voilà. Ah non, mince. 560 600, 5 400. Et donc, c'est 764 000. Je vais descendre hop, au niveau des dettes fournisseurs. Tac, tac, tac. Ici, dette fournisseur et contrat attaché, 665 500. C'est bien ça. Ça veut dire qu'en gros, j'arrive autour de 100 000. J'ai 98 600. Donc, c'est-à-dire que mon besoin en fonds de roulement, il est de 100 000. On est d'accord? Oui. Ça veut dire que le trésor que je suis censé conserver indépendamment des capitaux propres, je veux dire, la limite des capitaux propres, c'est autre chose. Mais si je veux garder l'entreprise de façon saine, il faut que j'ai 100 000 qui traînent sur les comptes de façon générale pour ne pas avoir de problématique de trésorerie. C'est ça la compréhension que j'en ai. Exactement. Il faut que tu aies 100 000 euros pour faire tourner la boîte, on va dire, de manière par an, quoi, grossièrement. J'ai 882 000 de capitaux propres, donc j'ai de la largeur pour prendre de la trésorerie excédentaire en cas de besoin. Il n'a pas des bénéfices incroyables, il a peut-être 120 et quelques mille. Donc au pire, il voudrait même sortir avec ses dividendes, que ça ne tuerait pas les capitaux propres. Donc on est très bien. Et en fait, là je vais couper le partage parce que c'était vraiment que pour ça. C'était pour être sûr que je lisais bien le truc, parce que j'ai quasiment 800 000 de trésor dans la boîte. Donc j'ai 700 000 de trésor excédentaire. Et le monsieur, il m'a dit qu'il vendait 700 000. Et je n'ai pas encore négocié. Donc, je me suis dit, est-ce que je suis fou ou est-ce que vraiment je lis ce que je suis en train de lire, tu vois? Et en fait, très clairement, je me suis déjà excité au tout début où je faisais mes analyses sur quelque chose et en fait, on s'était hyper mal compris. Le mec, je me suis même déplacé parce qu'il vendait 250 000, il avait 300 000 de trésor et 500 000 de stock et aucune dette. Sauf que lui, il vendait son fonds de commerce sans les bagnoles, vu que c'était un garage, et sans la trésor. Voilà. Et je m'étais emballé pour rien. Là, je voulais être sûr, il vend bien la boîte, j'en suis sûr. Et donc, Est-ce qu'ils vendent la trésor voilà, je avec? voulais être sûr que ma lecture était bonne. Est-ce que Pardon? tu as posé la question, est-ce qu'ils vendent la trésor avec? Parce que souvent, ils font l'amalgame. Parce que En tout cas, le trésor, il ne peut pas la sortir comme il veut, vu que de toute façon, à part potentiellement les dividendes qui peuvent sortir, et là, je vais retourner dessus, mais en dividendes, il peut sortir, il a fait quoi en résultat net? Il n'a pas fait grand-chose non plus. les dividendes, il peut sortir le montant des capitaux propres moins le capital social. Donc là, Ouais, s'il y c'est vrai. a 800 000 euros de capitaux propres, il y a 20 000 de capital, il peut sortir 780. Tu vois, à confirmer avec C'est lui. vrai. Ouais.
dans les comptes, Ouais, ouais, ouais. 1000 euros de Ça, c'est trésor. vrai. Mais et en tout cas, on ne m'en a pas parlé. Pour lui, c'était une vente pleine. Et en termes de. En tout cas, je vérifierai parce qu'effectivement, je veux être sûr de ne pas. Voilà. Et en termes de dette, ben, il n'a aucune dette envers un établissement de crédit. Il a juste les dettes fournisseurs et des dettes fiscales. Donc, bah, tout ce qui était à payer lié aux salariés. Donc, enfin, je veux dire, franchement, c'est clean, quoi. Mais je voulais juste être sûr que j'avais la bonne lecture pour justement arriver avec la bonne position vis-à-vis de lui, quoi. Donc, Ah, mais ça, c'est un bonheur, ça. C'est un bonheur. Si le prix de cession, c'est 700 000 avec 800 000 euros de trésor, bon, en effet, comme tu disais, tu laisses 100 000 pour le BFR et le reste, tu lui payes avec sa propre trésor. C'est génial. C'était Charlotte qui avait déjà, je sais pas si elle est connectée, Charlotte, un deal comme ça au fin fond de la campagne où c'était une boîte qui faisait de tout ce qui est dentelle, je crois, quelque chose comme ça, avec 85 personnes. Et le mec avait 800 000 euros de trésor, il vendait la boîte 600 000. C'est possible, hein? C'est possible. Et il vendait la boîte avec la je trésor. voulais, Je voulais juste être sûr de ma lecture parce qu'encore une fois, bah là, forcément, si je rentre en égo avec un mec qui veut 700 000, bon, après, moi, je la joue toujours de la même façon, c'est-à-dire que c'est toujours trop cher. Je veux dire, et si finalement, il me la vend à 600 ou qu'il me la vend à 700, mais avec du crédit vendeur, enfin, je vais tourner ça, on verra. Mais je voulais être sûr de savoir quand même sur quoi je pouvais me baser parce qu'effectivement, ça serait bien la première fois où je pourrais presque la financer intégralement avec le cash de la boîte. Enfin, ça me paraît presque fou en finalité que le mec il n'ait pas fait ce calcul-là. Je veux dire, mais bon, je voulais être sûr de ma lecture. Si ma lecture elle est bonne, je dois m'assurer effectivement qu'il ne veut pas sortir avec toute la trésor vu qu'il a les capitaux propres requis pour ça. Et au moins, je sais sur quel pied danser. Merci Tu beaucoup. as une bonne lecture, impeccable. Bon, bah, tu nous tiens au courant pour ce deal, hein, c'est hyper intéressant. Je te tiens au courant pour tous, de toute façon. Donc, avec plaisir. Merci. Merci beaucoup en tout cas. Cédric, tu veux continuer? Avec plaisir. Bonjour, bonjour. J'avais quelques petites questions. Je suis désolé, moi je suis un bleubit, hein. Je suis un néophyte, j'arrive. Et peut-être que vous avez déjà répondu 1000 fois à ces questions, donc je m'en excuse par avance si c'est le cas. J'avais une question justement sur le cash cible et le BFR, parce que lors de l'appel téléphonique avec le cédant, si je ne dis pas de bêtises, on commence déjà à envisager la structure de deal possible, et notamment en prenant en compte le cash disponible de l'entreprise pour financer l'acquisition. Mais à ce stade, on n'a pas encore les informations précises pour calculer le BFR, si je ne dis pas de bêtises, puisqu'on n'a pas encore le bilan. Du coup, comment on peut déterminer à ce moment-là si le cash de la société pourrait être utilisé pour financer une partie de l'acquisition, du coup, sans connaître précisément le BFR avant le rendez-vous physique? Alors, non, c'est une très bonne question, Cédric. Et non, on ne me l'a pas encore posée, donc c'est une très Ah, bonne question. ok. Alors, au stade du rendez-vous téléphonique, pas physique, téléphonique, Mhm. on ne négocie pas forcément encore les conditions de paiement du prix. Oui, Ce qui nous intéresse surtout, c'est le prix de cession, la valorisation de l'entreprise. C'est pour ça, et tu l'as vu dans les 19 questions, on va poser forcément la question du résultat net. Combien de résultats avez-vous fait l'année précédente? Quel est le montant de la trésorerie? Et quel est le montant des dettes financières? Avec ces trois éléments-là, on peut déjà calculer, nous, de tête, ou alors avec le téléphone juste à côté, allez. on fait 3 fois le résultat net, plus la trésorerie moins dette, on a à peu près un ordre d'idée. Si ça sort de ça, c'est à la fin, justement, où on fait des... C'est pas bon. Ok. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne se demande pas encore comment on va financer les choses à ce stade. On se demande juste si on est dans les clous au niveau de la valeur. Oui, tout à fait, parce D'accord. que déjà, c'est le principal. On négocie d'abord le prix de cession et ensuite les conditions de paiement. Et si la première étape n'est pas respectée déjà, ça va être compliqué D'accord. d'aller plus loin. Ça marche. Bon, bah, merci beaucoup. Je pose encore deux, trois questions. Oui. Alors ça, c'est une question, je suis désolé, hein, je vais paraître peut-être un peu neuneux, mais je vois que pour la Valo, on doit calculer la trésorerie nette de dette, la trésorerie nette de dette. Et du coup, j'ai fait une erreur de calcul et je voulais avoir ton avis. J'ai soit la... Alors ceux qui sont pas bons en maths doivent s'accrocher un peu, hein. Euh, J'ai le prix de cession, mettons 100 000, d'accord? Bon, on arrondit, hein, on sait bien que c'est 1 million minimum, mais ah non, de chiffre d'affaires, pardon. J'ai un prix de cession de 100 000. Si je retire ma trésorerie de 50 000 et mes dettes de 20 000, j'arrive à 30 000 de valeur. Donc je fais
100 moins 50 de trésor moins 20 de dette. Ok. Si je fais... ah non, je dois rajouter la trésor en fait. Je te dis des bêtises. C'est ça Oui. mon erreur. Alors, oui. Ok. En fait, c'est 50. en fait, la trésorerie nette des dettes, c'est la trésorerie moins dette. Donc, s'il y a 50 000 euros de trésor et 20 000 euros de dette, ta trésorerie Ouais. nette des dettes, elle est de 30 000. Donc, en fait, sur un prix de cession à 100 000, pour reprendre ton exemple, tu fais donc 100 Ouais. 000 moins 30 000 de trésorerie nette des dettes. D'accord. C'est Ça ça. te donne 70 000. D'accord. Voilà. Et là, 70 000, il faut le diviser par le résultat net. Ah ouais, Ça, ok. tu auras le Non, mais multiple. d'accord. J'ai Tu vois, compris mon... admettons, tu as 15 000 euros de résultat net sur une petite boîte comme celle-ci. Donc, Ouais. 70 divisé par 15, ça te fait un multiple de 4,6. Ouais, ok. Là, tu es en dehors des clous, tu le sais, tout de suite. Ouais. D'accord. Bon, nickel. Bah, écoute, déjà, merci pour ça. J'avais encore une ou deux questions. Justement, pour la valorisation de l'entreprise, est-ce qu'on doit utiliser le résultat net ou le BE? Parce que en fonction des vidéos que j'ai pu voir, eh ben, c'est pas la même chose euh, que tu dis. Et du coup, bah, et j'ai vu que dans le tableau tout à l'heure, il y avait les deux cases, le BE et le RN. Du coup, qu'est-ce qu'on doit utiliser? C'est toute la difficulté. Généralement, le prix de cession, et il faut être un peu souple avec le cédant si on veut faire des deals quand même, se situe entre 3 fois le résultat net plus la trésorerie nette des dettes et 3 fois le BE plus la trésorerie nette des dettes. Là, dans le tableau, tu vois qu'il y a un petit carré en bas à droite du tableau d'analyse financière. Moi, souvent, je rajoute un autre petit carré à côté où je fais du copier-coller pour calculer la valo par rapport à l'EBE. Donc la valo se situe par là, on va dire entre les deux, sachant qu'on prend comme référence souvent le résultat net, puisque forcément c'est un plus petit chiffre. Et vu qu'on négocie de manière émotionnelle avec le cédant, il vaut mieux toujours prendre un indicateur plus bas pour continuer de tirer le prix. Voilà. Ok, Mais encore compris. une fois, voilà, on est quand même dans un monde d'exception et la valo se situe entre 3 fois le RN et 3 fois le BE, quoi, à peu près. Ok, compris. Merci. Je peux encore poser deux, trois questions? Vas-y, oui, je t'en prie. Je t'en prie. Je fais mes courses hein, parce que j'en profite. Euh, du coup, ah oui, une question toute bête, mais une fois qu'on a négocié le prix lors du rendez-vous téléphonique, euh, on commence déjà à le négocier, si j'ai bien compris, hein, lors du rendez-vous téléphonique. Ok. On fait le et ainsi de suite. Comment est-ce qu'on arrive à renégocier le prix lors du rendez-vous physique? Alors, je sais qu'entre-temps, on a eu les éléments comptables, tous les documents comptables. Est-ce que c'est sur cette base et comment en fait, en pratique, comment tu abordes le cédant pour lui dire, ah, tu te rappelles, je t'avais dit oui, enfin, on avait négocié, on s'était un peu mis d'accord sur un prix, mais là, en fait, je vais revenir sur ce prix parce que bah, il y a des éléments nouveaux. Comment est-ce que tu fais ça en pratique? Alors, en fait, tous les éléments comptables et tes calculs de valo que tu peux faire suite à la réception des éléments comptables, ils sont pour toi, en fait. Ouais. Tu les utiliseras jamais, en fait, en négo, puisque tu l'as vu dans le module approprié de formation, on n'utilise qu'une négociation émotionnelle. Et si on commence à rentrer dans le combat de valorisation, on va avoir des acteurs extérieurs qui vont entrer dans le débat, comme des experts comptables ou des avocats, et le cédant va fuir. Il va dire, voilà, oula, attendez, moi, je n'y connais rien du tout, j'ai jamais vendu de boîte de ma vie, parlez à mon expert comptable. Et ça, on veut pas. On veut rester sur de l'émotionnel. Donc, en fait, les calculs de valo, c'est pour toi. Quand tu le rencontres physiquement, pour répondre à ta question, on repart de la discussion finale que tu as eue au téléphone. Si tu as annoncé 800 000, tu as fait ton et tu es descendu à 500, on repart à 500. On est sur le dernier chiffre négocié et tu vas quand même tenter de le renégocier encore à la baisse puisqu'on ne fait jamais une trop bonne affaire. Et alors, justement, pardon, mais du coup, en pratique, imaginons que je sois ton cédant et que tu dois repartir de 500 là et que tu dois chercher à faire une meilleure affaire. Comment est-ce que tu abordes le truc dans les faits? Alors, comme j'aborde le truc, donc tu le vois physiquement, tu dis voilà, au téléphone, on avait évoqué un prix de cession de 500 000 euros à la fin de notre rendez-vous téléphonique. Et généralement, ces rendez-vous téléphoniques-là, il s'en rappelle le cédant, puisque c'est quand même très important pour lui. Ça reste toujours très, très élevé pour moi, mais je suis très motivé à acheter votre belle entreprise. Vraiment, ça me plaît beaucoup. Et après la réception de vos bilans, je suis encore plus convaincu. Malheureusement, le prix est toujours trop cher. Comment on pourrait faire ensemble pour rendre le prix plus abordable et plus raisonnable afin de trouver un deal ensemble? Toujours lui relancer la balle.
en permanence jusqu'à ce qu'ils te disent la phrase magique: je ne vous vendrai pas l'entreprise pour 1 centime de moins. Là, Ouais, tu sais que tu es arrivé au max. Voilà. ouais. Après, ça rentre dans le. C'est justement, c'est trop émotionnel et il va l'impression de, voilà, de lâcher son bébé pour rien, quoi. Faut Ouais. pas aller trop loin non plus. C'est-à-dire que si toi, dans tous les cas, lors d'un rendez-vous physique, tu vas quand même tu vas refaire une salve sur la négo, systématiquement, hein. Même si le gars, il est à 1,7 fois le BE, tu te dis, bon, Toujours. bah, toujours. Toujours. On fait jamais une trop bonne affaire et jamais envie de dire. Alors, peut-être que Jean-Michel et Marc-Antoine ne sont pas forcément d'accord avec moi, puisqu'ils ont bien réussi leur négo, mais quelquefois, ça leur a pété dans les doigts. Mais peut-être qu'ils t'en parleront d'ailleurs tout à l'heure. J'ai presque envie de dire, il y a 3 négos. Il y a une négo au téléphone au démarrage pour voir si le cédant est flexible. Une autre négo avec les conditions de paiement du prix au moment du rendez-vous physique. Et il y en a une troisième, mais encore une fois, sans mettre trop de pression, puisqu'il ne faut pas que ça nous pète dans les doigts, après les audits. Où là, notre expert comptable qui va faire les audits va retraiter une partie de l'EBE et va renégocier derrière encore. Ok. Bon, encore une fois, si tu es déjà à 1,7 fois l'EBE, il faut aussi peser le pour et le contre. Est-ce que je mets de la pression pour pouvoir encore faire une meilleure affaire ou est-ce que ça me suffit comme ça et j'ai envie d'aller au bout du deal? Voilà. Ouais. Après, il y a une réflexion plus Ouais, je comprends. intellectuelle à avoir sur ça. Ouais. Et en fait, je pense que ça dépend aussi du contact que tu as avec le cédant, c'est ça, enfin, la relation que tu as réussi à établir, quoi. Si tu tombes sur le type de zigoto dont Eric parlait tout à l'heure, ça ne peut pas marcher. Ok, encore une petite Exactement. question. Ouais. Et voilà, je complète juste ma réponse. La création du rapport avec le cédant est ultra importante. Ouais. Sans bon rapport, même sans excellent rapport, on aura du mal à négocier le prix, puisque forcément, on va rentrer dans un combat de coq, finalement. Et en plus de ça, on va avoir beaucoup de mal à négocier des conditions de paiement du prix un peu exotiques. Voilà, juste pour parfaire le truc. Voilà. Pour les financements d'actifs, c'est quoi la durée j'ai pas vu ça dans la formation, la durée du remboursement, de remboursement du financement d'actifs, parce que en fait, en gros, c'est savoir sur quelle durée ça s'étale en général le remboursement pour pouvoir affiner un petit peu le business plan. Alors, tu parles de la facturage ou de l'ABL? Alors, bah, vas-y, les deux. Les La deux? facturation, si j'ai bien compris, il te finance, enfin, il te paye les factures par avance et ensuite, dès qu'ils arrivent à faire le recouvrement, donc sous 30 à 60 jours grand max, on va dire, il te, il te donne l'argent. Il recouvre l'argent auprès des clients, pardon. Oui, en fait, ils te donnent l'argent en avance Oui. et eux se font payer directement 30 à 60 jours après. La facturage, il n'y a pas de durée, c'est un peu comme un crédit revolving. C'est-à-dire qu'en fait, tant que tu soumets des nouvelles factures clients, ça va renouveler le financement, en fait. C'est ça. Donc pour l'ABL, c'est plus facile à prendre en compte. Pour l'ABL, généralement, donc sur machine et tout ce qui est véhicule roulant, etc., type poids lourd et autres, on est généralement sur 5 ans. 5 ans à peu près, d'accord. Et ça, c'est à peu près, c'est du 10%, hein, c'est ça? C'est ce que tu disais, il faut compter à peu près 10%. Ça dépend. Ça dépend, ça varie beaucoup. Ça varie selon le financeur aussi. Je dirais entre 5 et 10, ouais, dans les grandes masses. 70, d'accord. Et donc, en gros, ça nous laisse, finalement, il nous donne imaginons que, je ne sais pas moi, on a une boîte qui d'habitude se fait payer à 30 jours. Si la facturage, les gens vont, enfin, les organismes de financement vont nous payer ces factures, vont faire le recouvrement sous 30 jours, ça veut dire qu'ils nous laissent 30 jours30 jours de chiffre d'affaires d'avance, quoi, c'est ça, et en permanence, parce que chaque mois, on va leur resoumettre la même chose. Exactement, tout à fait. C'est C'est pour ça? ça qu'on calcule D'accord. le poste client et on multiplie par 0,70 ou 0,80 parce qu'on sait qu'on peut financer tant de factures en même temps. D'accord. OK. Et donc, tant qu'on va leur envoyer les factures, oui, OK, j'ai compris. Super. Eh bien, écoute, merci, tu as répondu à toutes mes questions. Merci beaucoup. Avec plaisir, Cédric. Marc-Antoine et Jean-Michel, je vous écoute. Oui. Alors, nous, on avait une question par rapport au coaching de jeudi. Je crois que c'était Jean-Luc qui intervenait. Et donc, vous avez évoqué ce qu'il fallait prévoir dans la LOI, donc la trésor mini, le max de dette financière, et puis les capitaux propres mini. Et donc, tu disais que il y avait des coquins qui faisaient des prêts entre la fin des audits et la date de signature.
est-ce que pour éviter ça, on ne peut pas demander à valider les comptes juste avant la signature? Parce que si le gars il a fait un prêt et que il a touché l'argent et il se l'est reversé, ça on va le voir sur les comptes bancaires. Même si c'est pas forcément sur les relevés, mais en live sur. Oui, tout à fait. Et en fait, c'est pour ça qu'on le met dans la LOI, parce qu'on va aussi le reporter dans le contrat de cession. Et juste avant la session, on va le checker. On va prendre tous les relevés de compte ou tout simplement avoir accès au compte bancaire avec le cédant le jour de la session pour voir ce qui est prélevé ou pas. Et si on voit une autre ligne de crédit bancaire qu'on n'a pas vue, à ce moment-là, bah, ça peut remettre en cause le contrat de cession. D'accord. Ça, c'est ce qui se fait, quoi. Ouais, Ok, c'était juste ça. ça marche. Merci. Ouh, il y a une LOI en cours, c'est ça? Non. On espère. On est en cours de discussion. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé aux cédants euh, de réfléchir à- aux différentes options qu'ils pourraient voir. Hein, parce que comme le prix s'il restait, par exemple, le prix de vente, il serait prêt à jouer sur le prix de vente. Et donc, on n'a pas voulu rentrer dans la discussion et on lui a demandé à lui de nous sortir les différentes options et à ce moment-là, comment il voyait la chose. Donc, on attend son retour là-dessus. C'est une bonne technique, hein. Ça évite justement ce phénomène du biais du rédacteur, où justement quand on envoie quelque chose, bah, en fait on a tort à chaque fois. Si c'est plutôt lui qui propose, bah, il ne peut pas se contredire, hein. Clairement, comme le format du earn-out avec le prévisionnel, c'est difficile de se contredire soi-même. Bonne technique. Ok, bah, tenez-nous au courant. Ouais. Ouais. Ça a été compliqué. Mais on y est arrivé, on a réussi à y faire. Bon, Voilà, bah, donc très bien. Ouais. on va Je voudrais rajouter quelque chose à ce sujet. Il faudrait que vous informiez ce qu'on appelle dans les textes légaux le MAC clause. MAC clause. Donc le MAC, en fin de compte, protège lors des signatures. C'est comme si on fait une acquisition chez un notaire, vous avez donc les différentes clauses. Donc ça rejoint ça. Merci Jean-Marie. Ouais. Merci. Merci Jean-Marie. Ouais, il me semble avoir vu sur LinkedIn aussi, je pense qu'il y a une avocate qui avait posté ça avec beaucoup de talent d'ailleurs. Il avait fait un beau post. Mais en effet, la McClose, ouais, ça me dit quelque chose, Jean-Marie. Merci. Exactement, Ouais, exactement. Il s'agit de cette avocate de Lyon. ouais. Qui est très bien. Franchement, elle fait des posts très clairs. Merci Jean-Marie. Ouais. J'en Euh, prie. je vois qu'il y a Moufek qui lève la main. Moufek, tu veux continuer? Yes, avec plaisir, Alexandre. Merci beaucoup. Alors, moi, je voulais, dans la continuité, on a échangé rapidement suite au post que j'ai mis la semaine dernière, dans le cadre d'un échange qu'on a avec un cédant. Et donc, j'aimerais bien partager mon écran parce que j'ai des points à clarifier. Alors, je mets tout l'écran et puis Ouais, vas-y. je pense que ça va être plus simple. Hop. Donc voilà. Est-ce que tu vois mon écran, Alexandre? Oui, si tu veux juste un tout petit peu zoomer, c'est top. Ça marche. Ça marche. Hop. Est-ce que là, c'est mieux? Ouais, c'est parfait. Ouais, super. Donc, il s'agit d'une société industrielle, donc avec un très beau chiffre d'affaires, mais avec une rentabilité assez moyenne en fait. Maintenant, elle présente quand même de très belles perspectives. Donc, on voit un chiffre d'affaires qui est plutôt en baisse, et cette baisse-là se confirme aussi sur l'année N. Le BE, bah, il suit du coup cette tendance-là. J'ai quelques questions. Donc moi, j'ai calculé le BE moyen retraité. Il s'agit essentiellement de salaires, en fait, qui ont été réintégrés. Donc ça nous fait un EBE moyen de 650K. Mes questions, c'est au sujet du tableau et au sujet de la démarche à aborder auprès du cédant. Donc, ce qu'il y a de particulier dans cette boîte, c'est qu'il y a quand même un volume de créances clients assez élevé, en fait.
Ce qui veut dire un potentiel de refinancement via de l'affacturage qui soit très bon. Il y a une trésor disponible qui est de 840K en fait. Par contre, le BFR est de 1,6 million. Donc, ça fait un BFR assez conséquent. En résumé, une fois qu'on a fait tout ça, le cédant, il veut 2,5 millions. Là où, quand on fait les calculs, en fait, on arrive à un prêt de cession plutôt de 1,181 million si on considère 3 fois le résultat net, moins les dettes plus la trésor. Et un prêt de cession raisonnable qui est autour de 1,7 million. Je ne sais pas si tu te souviens, Alexandre, on avait échangé là-dessus. Oui, tout à fait, en faisant un Voilà. multiple le BE et non pas du RN, hein, c'est ça. Exactement, voilà, tout à fait. Donc, ça faisait 1,7 million. Ma question, elle est la suivante. Aujourd'hui, en termes de cash disponible, c'est bien ça. En termes de cash disponible, donc j'ai jour J, pardon, c'est là. Jour J, j'ai 426 000 de cash disponible. Tout simplement parce que les capitaux propres sont de 300K. Les capitaux propres sont de 501 000 et le capital social, c'est 150K. Okay. Donc, le maximum qu'on peut avoir, c'est 426 000. Voilà. Autant dire qu'on est encore loin des 2,5 millions. On peut envisager donc effectivement un crédit vendeur de 2 millions. Et toi, Alexandre, tu m'as parlé de 1,2 million 30 jours après l'acquisition, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, en refinancement. Donc, comment je le fais apparaître ici, en fait? C'est pas prévu. Alors, tu ne peux pas le faire apparaître ici parce qu'il n'y a pas la case. Ça serait, je pense, difficile à mettre. En fait, les capitaux propres sont… là, en fait, avec le financement probable jour 1, sous format de remontée de dividendes exceptionnels, tu es au max. Tu ne peux pas faire mieux. Par contre, exactement. Là, on est vraiment au maximum. Exactement. Ça. Donc, en fait, par contre, une fois que tu es propriétaire de l'entreprise, donc c'est ta holding d'acquisition qui est propriétaire de 100% des parts, tu peux tout à fait faire une convention de trésorerie entre ta holding et la société fille pour faire circuler du cash. D'accord. Et là, vu que si tu remontes juste un petit peu dans le tableau, ouais, juste un tout petit peu, voilà, on sait que le financement probable jour 1, on est à 1,5 million et en fonction des capitaux propres, 426. Donc, on a vu qu'on pouvait remonter 426, donc 1,5 million moins 426. Il nous resterait en financement probable 1 million, 050, 1 million 100, grossièrement. Qui représente quoi, 1 million 050? En fait, avec les capitaux propres, donc en remontée de dividendes, tu peux remonter 426. Mais sur la ligne, toi, tu peux remonter 1 553 496. Parce que tu as de la facturage et parce que c'est surtout la facturage. Donc ça, en fait, tu peux le faire remonter 30 jours après la session sous format de convention. D'accord. Attention cependant avec ça reste quand même un prêt. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la société fille qui va prêter l'argent à la holding et cet argent-là, tu vas le donner au cédant. Le truc, c'est qu'à un moment, il faudra le rembourser, quoi. Tu vois? Voilà. Oui, tout à fait. Donc, à rembourser probablement par les management fees qui remontent de la fille vers la holding et qui vont faire l'autre sens. Ou c'est pas correct? C'est exactement ça. C'est qu'en fait, ta holding va facturer des managements de fees que tu vas faire remonter sur la holding et toi, tu vas réinjecter dans la société fille pour rembourser progressivement la dette. D'accord, ok. D'accord. Et donc ça, généralement, ça pose pas de problème à la signature, je veux dire, parce que vu que la condition pour pouvoir faire cette remontée de trésorerie, Alexandre, c'est qu'on soit détenteur de 100% des parts. Dans l'acte de cession, c'est des choses qu'on précise, c'est ça? En fait, en pratique, quand tu vas proposer la structure de deal, d'ailleurs, même dans ta LOI, avant de penser au contrat de cession, tu vas écrire dans ta LOI paiement jour 1, 426 000. D'accord. Paiement 30 jours après la cession, 1,1 million. D'accord. Et ensuite, ton crédit vendeur ou ton earn-out pour compléter la somme totale. Donc, en fait,
propriétaire de 100% des actions dès le jour 1. Ouais, ouais, Et ensuite, tu d'accord. auras 30 jours pour pouvoir faire tes 1,1 million en convention de trésorerie. D'accord. Et je suppose dans l'acte, enfin, je me mets juste à la position du vendeur qui dit, OK, moi je reçois que 40% du prix et je céderai le jour 1 à 100%. Donc, il n'y a pas une clause, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, mais une clause suspensive ou... Une clause résolutoire, non, peut-être pas sur un paiement à 30 jours, une clause résolutoire. Non, non, en fait, c'est comme un, comment dire, en fait, c'est comme un mini crédit vendeur, en fait, hein. D'accord, d'accord. En fait, ça OK. s'écrit juridiquement comme un crédit vendeur. Pareil. Comme un crédit vendeur, ça marche. Ça marche, donc ça me paraît clair. Donc, du coup, je m'appuie sur ça. Sur le cash mobilisable J1 qui est de 426 000, là, on a dit on est au max, plus à J plus 30, bah, du coup, les 1 500 000 qui représentent à peu près 70 ou 80% des créances clients. Alors, non, non, pas 1,5 million parce qu'en fait, tu aurais versé 426 000 déjà. Donc, en fait, c'est 1 553 000 moins Ah, 26 000 que tu auras déjà versé. Tu vois. parce qu'ici, il y a déjà la trésor, en fait, c'est ça? Mais à ce moment-là, il y a un problème dans la formule. Parce que les créances clients, Alexandre, Oui, oui, je les suis là. créances clients, elles Oui, je sont crois 3,4 millions. qu'il y a une coquille dans la. On l'avait vu la dernière fois avec un participant. Normalement, c'est 3 430 000 fois. C'est des grands comptes, hein, oui, tu m'as dit, ouais. Fois Ouais, 0,80. c'est déjà. Donc, en fait, ça fait D'accord. en pratique 3 400 000 à la grande louche, hein. 3 400 000 Ouais, fois 0,80. Tu pourrais mobiliser 2,7 millions. d'accord. Donc, d'accord, on pourrait mobiliser 2,7 millions. Et là, on vient déduire les 426 000, en fait, c'est ça? Exactement, tout à fait. D'accord. D'accord. Donc, 2,7 millions parce qu'on prend 80% du total. Du coup, le problème, il est là. Il est sur cette formule, je suppose, non? Oui, je pense qu'il y a une coquille dans la formule, je pense. D'accord. Ou alors Donc, je pense Caroline. que le plus simple, c'est de. Oui, ou Ouais, Caroline. on avait vu que dans la formule, il y a un 0,7 de trop, le Ouais. 0,7 qui Ah, peut le être dernier, retiré peut-être, là. non? C'est Bah, 0,7. les deux fois en fait. Parce que la première partie, c'est 0,8 fois C14 divisé par 360 fois C25, stop. Il n'y a pas besoin du fois 0,7. Ah, ça marche. Et le deuxième, c'est 0,7 fois C14 divisé par 360. Voilà, D'accord. là où tu étais, c'est bon. Là aussi, il fallait le supprimer. Ouais. Ouais, Voilà, donc stop. Tu t'arrêtes c'est là. là. Et pareil pour la première partie. Ben voilà, ok, c'est beaucoup plus. Ça marche. Mais quand même avec la limite de dire, attention, souvent la facturage se faisant sur des nouvelles factures, tu as quand même tout un petit risque que ce soit pas autant que ça. Oui. Ouais, Autant être un peu plus conservateur là-dessus. C'est pour ça que voilà, ça marche. Ça marche. Ouais, Parce que là, on est au t'as max. de la Ouais, marge. on est au max. Ça marche. Là, on est au max, effectivement. Oui, après, je vois, même les créances douteuses, il faut les virer pour que ça soit un portefeuille clean, etc. ça. Et le facteur ne va Autant pas être prudent. forcément de tous les clients. Tu vois, il y a des clients peut-être qu'il ne va pas aimer, etc. Donc, il vaut mieux être un peu Ouais, conservateur. ça marche. Ça marche. D'accord. Et du coup, oui, Alexandre, tu disais, on vient déduire la trésor, parce qu'elle est déjà considérée comme étant incluse ici, c'est ça? Ouais. Ouais, ouais. Donc là, tu as un BFR qui est de 1 691 000 quand même. Donc, on vient déduire la trésor parce que sinon, tu ne pourras pas remonter la trésorerie au-delà du BFR. Donc, ça te fait, donc, toi, tu donc 2 219. 2 219 moins 849 000 euros qu'il va falloir réinjecter dans la société avec ta facturage pour avoir un niveau de BFR idéal. Moins 800. Ah, d'accord. Donc, il te reste 1,3 million. 1,3 million sur lesquels tu vas donner 426 000 euros ouais, en financement, en remontée de dividendes exceptionnels, moins D'accord. 426 000 euros. Et tu pourras remonter en convention de trésorerie 30 jours 944. Donc, 944 en convention de trésorerie. Alors, je ne sais pas comment tu y arrives et comment tu arrives au 944?
Ben, en fait, je fais la facturage que tu as eu, donc la ligne 2,2 millions, tout en haut. Ouais, 2,2 millions, ça marche. Voilà. Moins 849 000 euros de trésorerie excédentaire négative que tu vas devoir laisser dans Ouais, l'entreprise. d'accord. Tu vois. D'accord. Ouais, c'est pas que tu ne peux pas la remonter en fait, en pratique, hein. Tu peux faire un virement, il n'y a pas de problème. C'est juste que si un jour l'entreprise devient défaillante, tu vas être retoqué à titre perso. Et ça, on va quand même Ah oui, éviter. on va éviter, oui. D'accord. 2,2 millions, tu as raison, moins 849, moins les 426 000 euros que tu vas donner jour 1. D'accord. Les 426 000, ouais, c'est ça. Ce qui va te laisser 944. D'accord. Et là, ça fait 944 000 au total? Non, Que en tu vas plus pouvoir, des 426 000, en fait. plus des 426 000, que tu vas pouvoir remonter et donner au cédant 30 jours après la cession. Oh, ok. Ouais, donc c'est pas 1,2 million que je pourrais remonter, en fait. C'est un peu moins, en effet. Ouais. Donc 426 000. Donc en définitive, ça me fait du 426 000 plus 944, ça fait du 1,3 million à peu près, 1,4 million. C'est ça. Euh, ouais. Et Et le donc reste, si je veux, le reste, c'est le crédit vendeur. Voilà, ouais, le reste, je ferai du 300K en crédit vendeur, en fait. C'est ça la négo. exactement. Et là, il me fait passer à 55%, en fait, quand je fais ça. Oui, mais c'est bien. Enfin, il faut tourner autour de 50%. C'est bien. D'accord. Donc, c'est pas, donc, et là, on résout la problématique du BFR. On n'est pas en risque par rapport au BFR. Parce que ça, c'est aussi l'une des questions que j'avais. Non, non, t'es bien. T'es bien là. T'es impeccable. D'accord. Je suis bien parce qu'on a intégré, c'est ça je sais pas comment le déficit qu'on avait, Trésor moins BFR Ouais, ou- c'est ça. En fait, t'es remonté, enfin, ta trésorerie, elle est remontée au niveau du BFR qui est de 1 691 000. Donc, en fait, tu as supprimé ton risque personnel. Alors, le risque zéro n'existe jamais, bien sûr, mais au moins, tu vas pouvoir prouver au tribunal, si jamais un jour il y a une défaillance, que tu as été gestionnaire en bon père de famille. Ouais, d'accord. Ça marche aussi. Euh, donc ici, je touche pas à toutes ces formules-là. En fait, elles restent. Parce que j'avoue, j'ai pas beaucoup compris. Ça, c'est le coût annuel de financement. Je suis désolé, c'est la première fois que j'ai été vraiment dérouler le fichier dans le détail. Et du coup, j'ai découvert pas mal de choses qui ne me parlaient pas du tout. Et notamment, le gros, honnêtement, c'était le BFR, hein. C'était vraiment en me disant, bah, écoute, on peut financer avec du cash dispo J1 plus la facturage à J30, mais quid du BFR? Parce que s'il n'y a rien en BFR, la boîte, ça va être compliqué de fonctionner, en fait. Bah, c'est ça. C'est ça. Donc, en fait, il faut laisser Ouais. vraiment Sauf à prendre un crédit BFR comme tu l'utilises souvent, hein, un crédit BFR pour ramener un peu de cash frais, quoi. Oui, mais là, vu que tu as quand même déjà 324 000 euros de dette financière sur une boîte qui fait 425 000 euros de BE, il ne faudra pas trop forcer sur le crédit BFR, quoi. Tu vois. D'accord, d'accord. D'accord. C'est-à-dire qu'on est déjà, oui, effectivement. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, effectivement, il y a pas mal j'ai pas mal d'interrogations entre le niveau de chiffre d'affaires et le BE, en fait. C'est pas optimal, mais bon. Ouais, je trouve que là, tu es à 9%, grossièrement, un peu moins, peut-être Ouais, 8-9%. c'est ça, un peu moins. C'est tout à fait ça, oui. Je suis à 8, 7 ou quelque chose comme ça. Ouais. C'est pas exceptionnel, mais après, tu as un gros retraitement, hein. Peut-être qu'en effet, le cédant prend un gros salaire, parce que je vois que ton OBE retraité est de 650. Ouais, en fait, lui et son épouse, ils prennent chacun. En fait, lui et son épouse et une tierce personne qui part, ils prennent 220 000 euros de salaire, en fait, à peu près. Chacun. Non, pas chacun, non. Au total, 225 000, en fait. Ok. Alors là, et donc, Voilà. tu as un DG qui resterait en place ou pas? Ouais, tout à fait, oui. Donc, il y a j'allais dire, le deuxième personnage de la boîte qui, lui, il est jeune, il serait motivé de rester un peu plus longtemps. Ouais, tout à fait. Ok, donc c'est pour ça que tu retraites le salaire sans rajouter celui d'un DG.
c'est ça. Oui, exactement, tout à fait. Parce que dans l'idée, c'est de pouvoir faire une passation très courte, entre 2 mois et 3 mois max. Et c'est le deuxième personnage qui devient le premier personnage, en fait. Voilà, tout simplement. Ok, top. Bah, c'est un bon deal, ça, hein. C'est un bon premier deal. Ouais, ouais, ben écoute, je croise les doigts là. J'ai une discussion ce soir avec le cédant pour donner les. Parce qu'il veut une fourchette absolument, en fait, Il est gourmand. avant d'avancer ensemble. Je pense qu'avant de lui parler de Comment? conditions de paiement du prix, etc., là, le numéro un à Oui, négocier, c'est le prix de cession lui-même. Il est trop gourmand sur le prix de cession. Il faut le faire descendre. il est trop gourmand, ouais. Il est trop gourmand parce qu'il a une dette aussi qu'il a prise sur la holding, une dette senior, en fait, qui fait à peu près, il lui reste, je crois, 800K. Et lui, il l'intègre dans le prix, en fait. Dans sa tête, elle fait partie du prix. C'est bizarre, Donc, c'est une dette LBO. Hein. hein. Ouais, c'est bizarre. Ouais, oui, c'est très bizarre parce que je l'ai découvert que récemment. J'ai échangé 3 fois avec lui et je viens de le découvrir, en fait. Donc, au bout de la 3e fois où j'ai découvert qu'il avait ça, et donc il m'expliquait qu'il lui restait à rembourser cette dette à hauteur de 800K. Donc pour lui, voilà. Ok. Bon, Mais bah, il est gourmand sur le prix. ok. À suivre, tu nous tiens au courant de ce deal, du coup? Oui, absolument, absolument. Ça marche. Merci Moufek. Merci de ton partage. Merci Alexandre. Merci. Qui veut continuer? Moi, je veux bien. Salut Jean-Luc. Rebonjour Jean-Luc. Hello, rebonjour, ouais. Alors, je voulais proposer un deal, mais je voulais quand même réagir à ce que tu as expliqué juste à l'instant. Ben, d'ailleurs, on peut peut-être le voir avec les formules. Parce que donc, tu suggères de faire une modification. Parce que dans le tableau, sur le financement possible jour 1, la formule, elle va voir s'il y a une trésorerie excédentaire. Elle dit que s'il y a une trésorerie excédentaire, ce qu'on peut prendre le jour 1, alors indépendamment que ce soit de la trésorerie ou des dividendes, c'est l'excédent de trésorerie, justement, l'ABL plus la facturage. Donc là, la formule, elle est juste. Ah, Et oui. la formule, elle dit aussi que... Ouais, pardon. Ouais. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Continue, continue. Parce que justement, j'ai étudié le fichier Excel pour comprendre pourquoi on avait ce retraitement à faire. Là. Je rentre dans le détail. Et la formule, elle disait aussi, donc c'est en C35 pour ceux qui veulent regarder, comme moi un peu des matheux, elle disait que si la trésorerie était déficitaire, dans ce cas-là, ce qu'on pouvait remonter le jour 1, c'était juste l'ABL et la facturage. Mais ça veut dire qu'on laissait la trésorerie, entre guillemets, pas déficitaire, mais ouais, un peu juste, quoi. Et toi, à l'instant, ce que tu viens de dire, c'est que tu dis, bah non, dans ce cas-là, c'est ABL plus la facturage, moins la trésorerie déficitaire, c'est-à-dire ce qui nous manque pour que la trésorerie couvre le BFR. C'est ça que tu conseilles? C'est ce que je conseille. Encore une fois, c'est pas qu'on peut pas la remonter, hein. Il n'y aura pas d'un blocage au niveau des virements, hein, bien entendu. C'est juste qu'en cas de contrôle ou en cas de défaillance de l'entreprise, le président du tribunal de commerce pourra potentiellement nous retoquer à titre perso. Mais ça peut être Ouais, dans ok. quelques années, etc. Enfin, voilà, c'est pas gênant, mais il faut pas se casser un deal pour autant. Mais si on veut être vraiment puriste et respecter la méthode, c'est ça qu'il faut faire. Ouais. D'accord, ok. Bon, bah, moi, je voulais du coup partager un deal là, Vas-y. qui est particulier. Donc là, tu m'as donné les droits? Non, mais en fait, grâce à Kevin, tout le monde peut partager maintenant. Ah, ok. Alors, c'est ça. Alors, on va aller sur le document. Je pense que c'est celui-là. Donc, est-ce que tu vois le deal? Ouais, c'est bon. Ok, très bien. Donc, alors, c'est un deal sur lequel j'ai un peu hésité à déjà le nexter. Je l'ai pas nexté parce que super échange avec le cédant. Donc, on est dans la pose de fenêtres et d'occupants porte de garage. Et je sais pas ce qui se passe, mais dans mon deal flow, là, depuis que je fais de la publicité au mois de juillet, c'est le quatrième qui est dans ce secteur-là sur Rhône-Alpes. Alors, je me suis en train de me poser la question, est-ce qu'il y a des changements dans les normes des fenêtres? Mais ils sont quand même nombreux à vouloir vendre leur business. Et j'ai 2 autres rendez-vous cette semaine sur des concurrents. Donc, alors, pas tout à fait les mêmes zones géographiques. Donc, c'est une entreprise qui a été créée par le cédant. Ce qui me plaît bien dans la boîte, c'est qu'il est sur un positionnement très haut de gamme. Lui, il travaille avec les stations de ski.
parce qu'il a un produit qui est personnalisable. Il a très très bien noté sur Google, il n'y a que les commentaires 5 étoiles. Et il a une équipe très très soudée, il est très social avec son équipe, il a déjà mis en place de la participation, de l'intéressement, enfin, toute une philosophie qui me plaît pas mal. Par contre, on n'est pas dans le B2B. C'est pour ça que j'avais hésité à le nexter. Mais comme dans mon deal flow, j'en ai beaucoup qui sont pas dans le B2B, je me suis dit, on va quand même voir. Et là, cas d'école, c'est pour ça que tu vas voir en bas, il y a analyse V2 et V3, si on peut pas faire quelque chose. Donc là, tu vois le chiffre d'affaires qui était d'1,99 million en 2023. Et il a également une situation intermédiaire au 31 mai. Donc il est en avance et il pense faire une très bonne année. Il vise 1,2 million ou 1,3 million cette année. Il a un EBE qui était de 147 000 l'année dernière, 71 000 l'année d'avant, 100 000. Donc son EBE moyen sur 3 ans, il est à 106 000. Et son résultat moyen, il est de 71 000. Voilà, de 71 431. En termes de salaire, il ne se paye pas super bien. J'ai été un peu surpris. Il m'a montré son net et j'ai vu les relevés de compte du mois d'août de ces deux banques. Et il m'a aussi donné les relevés de compte d'il y a 6 mois. Je voulais juste voir s'il y avait des variations avant d'aller dans les 12. Donc il est à 62 000 bruts chargés. Alors il s'est versé des dividendes en 2023, mais j'ai pas réussi à les trouver. Et aussi en 2022. Par contre, les dividendes, ça vient après le BE, dans tous les cas. Oui. Parce qu'on est sur le résultat. Donc ça, il faudra que je creuse, mais ça ne change pas le BE. Et dans son organisation, il a son fils qui est un commercial qui est jeune, qui est, alors pour le coup, pareil, j'ai déjà l'info aussi qu'il est très apprécié, apparemment, il est très bon. Parce que lui s'est bien mis en retrait. Mais le fils, aujourd'hui, il veut pas racheter, il se sent pas à la hauteur pour prendre des décisions. Il a moins de 30 ans, il est un peu jeune. Il a 2 chefs d'équipe, parce qu'il a 2 équipes de pause, et il y en a un des 2 qui est très bon, mais qui lui a fait part qu'il avait un peu des problèmes de dos. Et c'est en fait ce chef d'équipe qui pourrait prendre la place du gérant sur la partie maîtrise et sur la partie contrôle des commandes. Ça veut dire que derrière, il faudrait embaucher un chef d'équipe. Et donc, du coup, j'aurais mon responsable commercial, mon chef d'équipe, et moi, je pourrais juste prendre les quelques décisions qu'il faudra prendre, mais sans être plus que ça dans l'opérationnel. C'est pour ça que finalement, le chiffre, le BE retraité, il est assez proche de l'EBE d'origine. Ok. Il serait même légèrement à la baisse, j'ai envie de dire. Ok. Alors, on est une entreprise qui a une bonne trésorerie. On va voir la trésor. Donc, elle était à 333 000. Enfin, 333 000, c'est la dernière trésor en date. Ok. Donc, là, qui a été contrôlé donc, au 1er septembre. Donc, j'ai tout le détail de ces 2 banques, plus il a placé 150 000 sur des placements court terme. Donc, bien en termes de trésor. Donc, le besoin de fonds de roulement, il est de 57 000. Donc là, il y a une trésorerie cette fois-ci qui est excédentaire, de 276 000. Par contre, il n'a pas des capitaux propres très élevés. Donc il a 159 000. Donc capital social 5 000. Donc financement probable jour 1, 157 000. Alors, lui, aujourd'hui, il a déjà eu une négo qui a échoué dans le passé. Il disait qu'il était un peu trop gourmand. Et aujourd'hui, il dit, bah, moi, j'en aimerais 600 000 avec mes 300 000 de trésorerie. Il m'a dit qu'il n'est pas contre une discussion, mais qu'il faut qu'elle soit raisonnable. Bon, on n'est pas rentré plus que ça. Et il n'est pas contre un crédit vendeur non plus, si c'est raisonnable aussi. Si on regarde les tableaux classiques sur la valo de la boîte, on est à peu près dans les clous. Hein, ça serait 496 000 si on se base sur le résultat, 584 000 si on se base sur mon EBE retraité et 600 000 si on se base sur le sien. Donc c'est pas complètement déconnant. C'est pas très loin, ouais, en effet. 103% de la valeur cible. Ok, ouais. Ouais. Et encore, si je n'avais pas retraité mon EBE, on était pile dedans, on était à 100%. Ouais. N'empêche qu'il faut voir maintenant comment financer ça. Donc, moi au départ, je me suis dit, bon, de toute façon, on va déjà tenter une négo, et je visais un 500 000. Et je me dis, bon, remonter de cash jour 1,
157 000, on peut remonter 150 000, il n'y a pas de problème. Mhm. Ensuite, ce que je pensais faire, c'était lui demander un crédit vendeur de 200 000 et essayer de faire un prêt BFR non affecté. OK. Donc techniquement, ça passe. Ce que je vois dans les chiffres ici, c'est que on a quand même un taux de remboursement mensuel, enfin un montant mensuel de remboursement de 78 000. Donc ça veut dire 70% de l'EBE. Et donc ici, on voit qu'on est en rouge parce qu'on vise d'avoir que 50%. OK. Et je me dis que finalement, ce qui est dommage dans ce deal, c'est que j'ai quand même de la trésorerie que je n'arrive pas à remonter. Je peux éventuellement la récupérer en convention de trésorerie, mais finalement, ça reste une dette. Et c'est là où je me suis dit quelque chose, et tu vas me dire si c'est absurde de penser comme ça. Je me suis dit, si je faisais une V3, donc là je suis sur la V3, donc tous les chiffres sont pareils, sauf cette fois-ci, je lui dis, bah, on se met d'accord, sur votre trésorerie, vous en récupérez 100 000 en fait. Pas la peine que je l'achète. OK. Et au lieu de vous proposer 500 000, je vous propose 400 000. Parce qu'en faisant ça, l'avantage, c'est que je lui dis, bah, je fais un crédit vendeur, peut-être de 200 000. Alors j'ai fait deux versions. J'ai fait une version où je lui dis crédit vendeur de 200 000 et je vais aller faire 50 000 de crédit BFR non affecté. Ça, je pense que 50 000, j'aurais pas de problème à les avoir sur une boîte d'1 million. Mhm. Ou je reste sur 150 000 et je demande 100 en crédit BFR non affecté. Cette fois-ci, mon remboursement mensuel par rapport à mon EBE, il baisse un petit peu. Je passe à 59 ou à 56, mais entre guillemets, c'est ce qu'on voit ici chez toi, enfin chez toi, pardon, sur le fichier que tu recommandes, on est toujours dans le rouge, on est toujours au-dessus de 50%. Et il y a une autre chose qui me gêne un tout petit peu, c'est la trésorerie suite deal, elle me semble basse, elle est à 20 000. OK. Donc je voulais avoir un peu ton avis par rapport à ça. Oui, c'est Avant de le nexer et de le dire peut-être qu'on peut faire quelque chose. c'est une très bonne piste, sauf que il y a un truc qui rentre pas dans la balance. C'est que, en effet, le fait de lui proposer qu'il récupère 100 000 avant la session, tout ça, ça peut être en effet intelligent. Le truc, c'est que lui, comment il va récupérer ces 100 000? Parce qu'il n'a pas de compte courant d'associé. Enfin, il a 252 euros, donc ça va pas aller chercher Ah loin. oui, Il va tu prendre du dis que s'il se temps, verse des dividendes exceptionnels, le problème c'est qu'il va faire de fait baisser des capitaux propres les capitaux et, propres. et tu pourras plus reprendre 150 000. Ouais. Donc moi, j'ai envie de dire, je partirais plutôt sur la V2. Mhm. Quitte à avoir, j'ai conscience que je suis chargé à 78% de l'EBE, mais ce que je fais quand même l'acquisition de la société, en serrant un petit peu les fesses quand même, et en me disant, voilà, dès le premier jour de la reprise d'entreprise, enfin, ou 10-15 jours après, je vais voir le banquier, je dis, voilà, j'ai un crédit vendeur de 200 000 euros sur 4 ans, j'aimerais que vous me le rachetiez. Et là, après, la banque, elle peut l'étaler sur 10 ans. Ouais, donc ça veut dire que en fait, ça change pas mon endettement, mais comme il est allé sur 10 ans, mes remboursements annuels seront moindres et donc ça va peser moins sur mon EBE. Bah, exactement. Essaye de mettre 10 pour voir dans le crédit vendeur. Ouais, parce que ici, effectivement, j'avais mis que 6. Donc toi, là, ouais, si on met 10, effectivement, Et si on donc descend un là, peu, ah, voilà, effectivement, on est à 48%, quoi. là, t'es parfait. Et là, t'es Par parfait. contre, excuse-moi Alexandre et Jean-Luc, dans ce cas-là, tu vas devoir te porter peut-être caution, non? Si tu demandes un prêt bancaire pour le rachat. Non, 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 Alors si, non sur du refinancement de crédit vendeur, non, normalement, non. D'accord, ok. Pas d'apport et pas de caution. Non, non, non. Avec la banque du cédant, on est bien d'accord. Avec la banque du cédant, si la banque veut conserver les flux bancaires. Ouais, ok. en plus, il en a deux, donc là, c'est plutôt bien, Merci. parce qu'il y en a une qui l'utilise vraiment bien, qui fait même des placements financiers, et l'autre qui l'utilise peu. Donc je pense que la deuxième, elle aimerait bien reprendre un peu plus de poids. Et en termes de crédit BFR, tu disais qu'on peut aller demander raisonnablement 15%, 20% du CR?
Alors, il y a pas trop de règles liées à ça. La société est endettée à 95 000 euros pour un chiffre d'affaires d'1 million et un EBE à 106. Ouais. Peut-être qu'il te faudra deux partenaires. Peut-être 50 000 auprès d'une banque ou 75 000 auprès d'une banque et 75 000 auprès d'une nouvelle plateforme, tu sais, qui existe. Il y a Carmen, Silver, ex-October, par exemple, qui font des prêts, tu sais, crowdfunding. Ah oui. Juste une question par rapport aux 150 000 de prêt. Ce serait pas possible peut-être de le scinder, peut-être, enfin, une partie en tout cas en earn-out, puisque le jeune qui serait là, c'est un jeune de moins de 30 ans, c'est ça? Ouais. Enfin, je sais pas, c'est une question, hein. Est-ce qu'une partie des 150 000 ne pourrait pas être proposée en earn-out? Je ne sais pas, hein. En fait, moi, je me suis dit qu'il acceptera un crédit vendeur et sur 4 ans, voire peut-être pourquoi pas sur 5, parce qu'il y a son fils. Après, l'earn-out, c'est pas lui qui resterait dans la boîte, hein. Oui, justement. Donc c'est pour ça que je me dis, l'earn-out, c'est quand même pas. Oui, oui, je me basais, enfin, je pose la question sur le earn-out compte tenu du fait que le fils est un très bon commercial et bien vu dans l'entreprise. Ouais, parce qu'en plus, il y a Pourquoi des ne très pas bons le retours mettre de clients, il passe super pourquoi ne bien. pas le mettre un challenge, peut-être pas sur les 150 000, mais sur une partie? Je sais pas, hein, c'est une question. Ouais, si le cédant sort, même s'il y a son fils à l'intérieur, tu peux toujours essayer quand même de lui proposer, mais c'est difficile à proposer. Souvent, même si le cédant accepte, son avocat va lui dire derrière, non, non, mais vous sortez, vous n'allez pas contrôler les comptes, c'est compliqué. Ouais. Oui, Moi, moi, j'étais plutôt je suis plutôt d'avis de lui demander un accompagnement pour nous aider à rendre tout ça très autonome, sans qu'il soit rémunéré en fait après la vente. Et il a quand même intérêt à le faire vu qu'il a son fils qui est dedans. C'est pour ça que je tournais ça en earn-out. Si Ouais, possible. ouais, je vois. Ouais. C'est une façon de voir, pas forcément 150 000, mais peut-être pour pousser le jeune, justement, et en même temps, ça te permet de souffler un peu, peut-être sur 50, sur la base des 150, pas un tiers. Ouais, moi, je resterai sur du crédit vendeur, quitte à le négocier avec une banque derrière. Comme ça, au moins, c'est plus. Vu qu'il t'a déjà prévalidé, on va dire, le crédit vendeur, ça peut être sympa, je pense. Ouais, dans tous les cas, je pense qu'une fois qu'on a le crédit vendeur, il faut aller chercher ta piste là, qui nous a suggéré de se faire acheter ce crédit. Et effectivement, j'avais vu l'avantage de pouvoir après le négocier à la baisse en lui disant, ben, au lieu de. Alors, il y a une partie du crédit vendeur, parce que je ne l'ai pas noté, enfin, je l'ai marqué dans le commentaire, que je voulais sous forme de gap, dans tous les cas. Ah bah parfait, ouais. Parfait. Donc en fait, Donc, je l'avais noté, je ne sais plus où. sur 500 000 euros de Alors, prix de cession, tu auras déjà 100 ouais, 000 en gap de crédit vendeur que tu n'auras pas de mal à négocier. c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc en fait, Ouais, j'avais dû marquer à, là sur la 2, ouais. tu auras juste à négocier 100 000 en fait de crédit vendeur. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai ça. 200 000 crédits vendeurs, dont 75 au moins sur 3 ans sous forme de gap. Ouais. Et on Mais peut ça peut être rappeler 100. Ça peut être 100. tu peux rappeler, s'il te plaît, l'intérêt en fait de transférer une partie sur la gap en fait? Ouais, parce que, enfin, Alexandre va répondre, je pense. Ouais, en fait, tu as plusieurs choix en fait, pour payer la gap. Ou tu as, bon, généralement, une gap, c'est à peu près 20% du prix de cession. Il y a Ouais. trois choix, et doit en exister plus certainement, mais trois choix, on va dire, qui sont on va dire assez universels. C'est premier choix, la garantie à première demande. Donc, c'est une garantie bancaire, hein, concrètement. La banque, dans ta banque, par exemple, tu as 300 000 euros de placement. Ils vont te faire une garantie à première demande jusqu'à 300 000 euros. Le truc, c'est que si tu loupes un paiement, le cédant peut, à première demande, justement, auprès de ta banque, dire voilà, il ne m'a pas payé une mensualité. Et dès la première demande, il débloque l'intégralité. Donc, ils te saisissent aussi ton épargne avec. Donc, ça, c'est pas bon du tout. Deuxième solution, c'est le compte séquestre. C'est plutôt dans le cadre d'un crédit bancaire. On lève, dans ce cas précis, 500 000 euros pour payer le cédant. Il y a 100 000 euros qui vont sur le compte CARPA d'un avocat et qui sont bloqués pendant 3 ans. Ou alors, troisième solution, la gap peut être versée progressivement au crédit vendeur. Et généralement, c'est un crédit vendeur sur 3 ans qui est fait. Tu peux nous rappeler ce que c'est la gap, excuse-moi? La gap, c'est garantie d'actifs passifs. Donc, en fait, ça revient à. Donc là, par exemple, Jean-Luc, il achète la société le 1er octobre.
il s'aperçoit, par exemple, 6 mois après, qu'il y a un prud'homme que les avocats n'ont pas vu lors de l'audit et il y a une amende de 50 000 euros. Si, en effet, le litige s'est passé avant la session, dans ce cas présent, c'est le cas, il va pouvoir aller piocher dans la gap en disant, voilà, moi j'ai 50 000 euros d'amende à payer, l'événement s'est passé avant la session, je vous fais la gap moins les 50 000 euros d'amende. Ok, merci. Et ça, c'est pour 3 ans, hein. Pour 3 ans, on peut se protéger. Généralement, c'est 3 ans, ouais. Tu peux le négocier Ouais. jusqu'à 5, mais les avocats sont un peu frileux sur ça. Par contre, quand on la met sur 3 ans, donc il y a 3 tiers, il y a quand même des tiers qu'on libère si c'est rien passé. C'est progressif. Ouais, Ouais, c'est progressif. ouais. En fait, C'est-à-dire que si on découvre quelque chose la 3e année, on n'a plus qu'un tiers, même si le montant est supérieur à ce tiers. Exactement. Tout à fait. Plus on le découvre Et tard, moins on a de protection. Ouais. Ouais. ces précisions sur la gap, Alexandre, on les porte au niveau de la LOI ou contrat de cession? Ah Non, oui, non, oui. Ou, non, pas au niveau de la LOI, parce que là, on va créer trop de stress et on va rentrer trop dans le détail. Ça, d'accord. c'est vraiment après les audits, au moment de la négociation, de la rédaction du contrat de cession entre avocats. Souvent, généralement, on ne participe même pas à ces négociations, hein. C'est-à-dire, c'est les avocats qui discutent entre eux. Alors, bien sûr, ton avocat va te demander ce que tu veux, hein, bien sûr, mais souvent, ils discutent D'accord, entre eux et ils le rédigent dans le contrat de cession. Non, non. ça marche. Pas au niveau Ah, de je la pensais LOI. qu'il fallait déjà l'aborder. Ok, donc ouais, c'est une bonne remarque alors. C'est trop de stress. Trop de stress, on rentre trop dans le détail, le cédant est perdu. 99% des cédants ne savent pas ce que c'est une gap et ils le découvrent 3 semaines avant la session, hein, officielle. Ok, mais alors donc si on l'aborde pas pendant la LOI, comment on l'aborde par rapport au fait qu'on demande du crédit vendeur? Parce que c'est-à-dire qu'on discute un crédit vendeur et on va le rajouter à ce crédit vendeur, ou demain on dit bah, de toute façon ça sera inclus dans le crédit vendeur. C'est inclus dans le crédit vendeur. Puis-je me permettre? Euh, Est-ce qu'on aurait pensé au système sur le plan de financement du prêt in fine? Est-ce que ça pourrait entrer dans ce système? Oui, ça pourrait, mais le truc, c'est que si on le demande en vue d'acquérir la société, donc en schéma dette senior LBO bancaire, la banque, que ce soit un crédit amortissable ou in fine, va demander dans tous les cas une caution perso et un apport. Très bien, merci. Jean-Luc, tu es toujours là? Ouais, je suis toujours là. Bah, c'est bon. Ouais, je peux arrêter le partage. Et merci en fait. Ouais, Avec plaisir, j'espère que ça t'a aidé sur ce ouais, doute. ouais, bah, je vais quand même donc lui proposer. Donc là, on a fait que l'échange tel. Il m'a envoyé les données ce week-end. Donc il attend que je le rappelle pour lui dire est-ce qu'on fait quelque chose ou pas. Donc je vais lui proposer une rencontre et on verra. Ouais, alors attention, là pour le coup, c'est vraiment première étape, hein, tu le sais déjà, Jean-Luc. On négocie déjà à mort le prix de cession, jusqu'à Ouais, la fin de la ouais, phrase, je ne vous la vendrai pas pour un centime de plus. Et après, on ouais, parle des conditions. Il ne faut pas parler en même temps, sinon ça crée trop de paramètres et trop d'aléatoires dans la discussion et dans la négociation. Vraiment, deux ouais. étapes vraiment distinctes. Voilà. Ouais, c'est pour ça aussi que je veux la faire ce rendez-vous parce que bon, de toute façon, faut de l'expérience. Et là, pour l'instant, j'ai fait que du téléphone, quoi. Donc, j'aimerais aller plus loin pour voir ma résistance, ma capacité à trouver les bons mots au bon moment. Peut-être pas parfait la première fois. Carrément, Ça carrément. permettra d'être meilleur la deuxième, quoi. Si tu veux enregistrer la discussion, ne te gêne pas. Du coup, Jean-Luc, je sais que c'est pas évident avec un dictaphone. Et après, voilà, ou tu le partages à tous. Bon, après, peut-être qu'il y a des discussions confidentielles, ou tu me l'envoies, hein, si tu veux. Ouais. Bah là, un rendez-vous, ça risque d'être long quand même, non? Je pense. Là, on n'est pas sûr. Ouais, si tu as un iPhone, tu sais, tu mets dictaphone là sur l'iPhone. Ouais, Et ouais, ouais, je vais faire. ouais, c'est top, hein. Comme ça, après, tu as un Ouais, retour après. ouais, c'est vrai. Et je vais essayer. Ça marche. Merci Jean-Luc, merci de ton partage. Qui d'autre? Merci. Salut à tous. Euh, Salut. est-ce que je peux prendre la main? Vas-y, vas-y. Euh, salut à tous. J'ai en fait une petite question sur le tableau d'analyse financière. J'ai vu un truc la dernière fois et ça me paraissait un peu bizarre. Est-ce que je peux partager mon écran? Vas-y, tout le monde a l'accès pour le partage d'écran. Ouais. Ok, ça marche. En fait, je faisais mon analyse la dernière fois et quand je faisais la somme donc, des financements possibles, j'arrivais à 666 000. Et comme la boîte a 383 k de capitaux propres,
le financement possible qui en résultait était 326 000. C'est-à-dire qu'en gros, l'outil ne prend que capitaux propres moins capital social comme maximum de financement possible. Est-ce que c'est juste, Alexandre, ou est-ce que ou pas? En fait, c'est les capitaux propres incluent au maximum 50% du capital social. Donc là, par exemple, tu as 115 Ouais, 000 euros de capital social, 115 divisé par 2, 57 ouais, 500. Donc en fait, tu fais 363 000, donc le montant total des capitaux propres, moins ouais, 57,5, 305. ouais. Mais du coup, en fait, à la fin des fins, pour financer cette boîte, qu'est-ce que je dois utiliser comme truc? Est-ce que je dois utiliser ça ou est-ce que je dois utiliser ça? En fait, ça dépend de ta structure de deal. Si tu veux libérer le cash jour 1, ça sera dans tous les Mhm, cas à une remontée de dividendes exceptionnels. Et la mhm. remontée de dividendes exceptionnels, c'est la ligne financement probable possible en fonction des capitaux propres. Parce que qui dit remontée de dividendes dit taper dans les capitaux propres. Tu vois, dans le truc. D'accord. Ok. Si tu fais une convention de trésorerie, donc qui peut être Ouais. parlé tout à l'heure justement avec Moufek, c'est après la session, une fois que tu as la main sur les comptes bancaires, où là, tu vas pouvoir faire circuler le cash. Mais attention, c'est un prêt, hein, ça reste un prêt. Si tu le remontes à ta holding au-dessus, c'est ta société fille ouais, qui va prêter l'argent à ta holding, qu'il faudra rembourser un jour. D'accord. Ça rentre pas dans les capitaux. Euh, Pour le remonter, tu n'as pas besoin d'avoir des fonds propres. ok. Donc ça veut dire que potentiellement, je pourrais aller taper dans l'écart entre les 666 ici et les 326. Exactement, tout à fait. D'accord. Mais par contre, ça résout pas mon problème de financement de la boîte, quoi. Sauf si je négocie avec le cédant de lui verser une partie X jours après la session. C'est ça? Ah oui, oui, il faut différer le paiement. Si tu veux faire un mix entre la remontée de fonds propres, donc les 326 000, et un mix avec de la convention de trésorerie, il faut différer le paiement oui, de 30 jours à 45 jours. Tout à fait. D'accord. Le temps que tu fasses le contrat entre ta holding et la société fille, ça prend un peu de temps à rédiger et que tu aies la maîtrise de tous les comptes bancaires aussi. Mm. Mais ce que je comprends pas par contre, Alexandre, c'est que si par exemple, donc, au début, je ne fais que de la remontée de cash, donc je ne peux remonter que capitaux propres moins 50% de capital social, donc je ne peux remonter que 326 000 max. On est d'accord? Euh, mais une fois que j'ai fait ça, c'est quoi l'état du capitaux propre, des capitaux propres, une fois que j'ai remonté ce cash-là? Est-ce qu'ils sont ils sont à 50% de 115, on est d'accord? Toi, à 57 500, ouais. C'est très, très chaud. Ouais. C'est très, très chaud. Là, c'est un Mais donc du maximum. coup, ça veut... Ouais, ouais. Ouais, mais donc ça veut dire que même dans les 30 jours qui suivent la session de la boîte, je pourrais pas remonter, je pourrais pas faire de convention. Ah oui, parce que tu m'as dit que c'est pas un... En fait, c'est un prêt, c'est ça? C'est après, ouais. Donc, en fait, les capitaux propres, peu importe le montant où ils sont. Tu vois. Ça a pas de rapport avec les. Si tu fais une convention de trésorerie, ça n'a pas de rapport. Ça a plus de rapport avec les capitaux propres. D'accord. Donc ça veut dire qu'en gros, au jour de la session, il me reste plus que 57 500 de capital social et donc de capitaux propres. Capital social égale capitaux propres, c'est ça? Ouais, ça fait partie des capitaux propres. Ouais. Je dis, sauf que il me reste potentiellement quoi ça moins ça de trésor, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Et donc je dis au cédant, je fais une convention, non, je fais une convention de trésorerie, mais entre qui et qui du coup? Alors, en fait, tu le dis pas au cédant. En fait, c'est ta tambouille Ouais, perso, en fait, ça. ok. Toi, tu te dis à toi-même, je vais remonter 340 000 euros à partir de la trésorerie de la société cible. Donc, en fait, c'est toujours la société cible, hein, la société que tu viens d'acheter, Ouais, sur lesquelles tu ouais, peux remonter 340 000 euros. En fait, tu fais tout simplement un contrat entre ta holding et la société que tu viens d'acheter. ouais.
qui stipule un prêt de 340 073 € entre les deux, avec un taux d'intérêt. Ok. Voilà, et ensuite, tu fais un virement de la société fille jusqu'à ta holding d'acquisition, qui, elle, fait un virement au cédant sur le compte du cédant. D'accord. Ok. 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 Et ça, du coup, c'est possible parce que les capitaux propres c'est du passif et les disponibilités, c'est de l'actif. C'est ça. Ouais, ouais, en fait, c'est décorrélé enfin, un prêt interentreprise est complètement décorrélé des capitaux propres. Ouais. Ok, ok, c'est plus clair. Donc en fait, dans ma simulation en bas, là, je peux utiliser ce chiffre-là. C'est juste dans le montage qu'il faudra bien que je le différencie, que dans un premier temps, je peux remonter jusqu'à ça au jour de la session. Et en temps 2, à J+30, J+60, remonter ça, quoi. Exactement. En fait, là, ça se traduit en écriture sur la LOI. C'est cash jour 1, 326 156. Cash 30 jours après la session, 340 073 €. Ouais. Ouais, faut pas rentrer dans le détail avec le cédant, quoi. De toute façon, après, c'est ta Ouais, boîte. ouais, ouais. Donc, Ouais, ouais, je lui dis rien. Je lui dis juste, vous aurez une partie à J0 et une partie à J+30. voilà, c'est ça. Ok, ok, c'était ma question. Merci beaucoup pour les Plaisir, Mathieu. éclaircissements. Avec plaisir. Top. Qui d'autre veut continuer? Bonjour. Ah, pardon. Comme tu veux, Herbert. Ben, j'ai juste une petite question à poser. Merci, Sébastien. Justement, au niveau de ces conventions, ces remontées enfin, ces conventions de trésorerie entre la société fille et la holding, est-ce que tu as une durée limitée pour le remboursement du prêt? Non. Il n'y a pas de durée limite. D'accord. Tu fais ce que tu veux dedans. Il ne faut pas que ce soit 30 ans non plus, je pense. Il faut que ce soit quand même raisonnable. Ouais, je serai à la retraite, peut-être même plus loin encore. Voilà. Il faut que ce soit raisonnable. Enfin, encore une fois, je ne suis pas avocat d'affaires, hein, là-dessus. Ouais. Je pense que ça va se trouver sur Internet, mais il faut que ce soit avec un taux d'intérêt. Ça, c'est obligatoire. Oui, On peut pas le faire. obligatoire. Je crois que le minimum, je crois, c'est 0,65, mais à confirmer avec un expert comptable. Donc, c'est quasi à taux zéro, hein, c'est quand même sympa comme truc. Et il faut que ce soit, je pense, un délai raisonnable que tu vas dans tous les cas pouvoir proroger si jamais tu n'as pas le cash pour le faire. Parce que c'est quand même toi et D'accord. toi, en fait, hein, le crédit. Donc, Ok. Excuse-moi, Sébastien, j'ai encore une toute petite question, mais alors là, c'était vraiment pour une question de néophyte, hein, pour reprendre, j'ai pas dit Blue Beat comme disait Cédric, mais, mais c'est au niveau, en fait, si tu veux, au niveau des listings que je reprends sur, il y a Manageo, il y a Peppers, je voulais savoir quand même si c'était opportun, parce qu'ils le proposent surtout sur société.com. Donc, il me semble quand même être, enfin, pour avoir tourné, pour avoir fait la plupart des sites, quand même vachement complet. Alors, je connais ta position sur effectivement certains détails, chiffre d'affaires, etc. Ça, j'ai bien compris. Par contre, est-ce que tu penses que c'est opportun d'indiquer le nom du chef d'entreprise du gérant Parce que Société.com le propose dans ses, oui, tu l'as aussi quand sur tu rentres dans Manageo. ces critères. Tu Hein? l'as sur Manageo aussi. Ouais. Ah. Tu penses que c'est opportun ou pas de les mettre? Parce que sur Oui. le listing de base, on ne le met pas en fait. La plupart du Alors, temps, on met juste à l'attention du gérant. ouais, si sur les courriers, normalement, comment il s'appelle, Didier Layani te le met normalement sur l'enveloppe. Oui, mais ça, c'est toi qui lui envoie le fichier Excel. Donc, avec les détails ou pas, ça dépendra de ce que tu as coché ou pas sur Manageo. Oui, moi je coche. Je coche Toi, parce que tu coches. c'est OK. bien. Ouais, c'est bien. Après, j'ai jamais essayé société.com, donc je ne sais pas qui est le meilleur. Alors, enfin, je pense que toutes les données viennent du même endroit. C'est Infogreffe, hein. Que ce soit société.com, Manageo ou Peppers, c'est des données publiques, hein. Donc, Ouais, après, c'est dans la facilité en fait de l'utilisation ouais. enfin, de l'environnement qui est plutôt pas mal. Mais bon, oui, effectivement, hein, il y a quand même beaucoup de critères sur société.com. Et ben voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Avec plaisir. Sébastien, tu veux continuer? Ouais, j'avais une question, mais c'est un peu le prolongement d'ailleurs de ce qui a été des questions qui ont été posées. C'est plus sur un aspect psychologique dans la négo en fait. Une fois que tu fais l'acquisition de la boîte, on voit bien qu'il y a une grosse partie de l'acquisition qui est faite justement, c'est même le cœur de ta méthode, avec
avec de l'ABL, avec du factoring, avec de la remontée de trésor excédentaire. Donc, si tu veux, on pompe un peu une partie des forces vives de la boîte, on abaisse un peu le chiffre d'affaires, enfin la renta de la boîte, puisque dès que tu fais du factoring, forcément, le factoring, ça coûte cher, donc tu baisses naturellement la renta de la boîte. Et ma question, c'était plus par rapport à l'expérience que tu as eue. L'idée, c'est comme d'avoir une transition assez smooth, le plus smooth possible quand tu rachètes une boîte. Donc, d'impliquer le cédant le plus possible, notamment avec du crédit vendeur. Donc, au-delà du crédit vendeur, tu veux aussi même qu'il soit sans doute acting dans le truc parce que tu es sûr comme ça que les premiers mois, la boîte va bien fonctionner. Et est-ce que tu as déjà eu une situation où effectivement le deal se fait, le cédant reste, un crédit vendeur, et puis le cédant se rend compte au bout de 30 jours, boum, on pompe la trésor de la boîte, on met du factoring, on baisse la renta de la boîte de 10%, et là, ils disent, attendez, qu'est-ce que vous faites? Moi, vous ne m'aviez pas dit ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Enfin, tu vois, est-ce que tu as eu à un moment donné cette discussion? Alors, évidemment, tu es le patron chez toi, donc tu peux lui dire, écoutez, c'est mon problème, ne m'emmerdez pas. Mais est-ce que tu as déjà eu Parce qu'en même temps, juste avant, tu lui as dit, bah, moi, votre boîte, je vais essayer de l'opérer de façon pérenne, comme vous le faisiez, pour que ce soit smooth, etc. Et puis en même temps, tu fais un truc un peu brutal, quoi. Donc, comment tu gères ça, si tu as déjà eu à le gérer? Alors, il ne le voit pas, parce que du coup, il a perdu la gestion bancaire. Sauf sur le facturage. Ça, il le voit parce qu'il soumet quand même les factures auprès du factor. Mais sur l'ABL, par exemple, le refinancement des machines ou des camions, ça, il ne le voit pas. Je suis d'accord. Ouais, non, j'avais plutôt en tête la trésor excédentaire. Tu veux dire la trésor excédentaire, tu peux dire qu'il ne voit pas forcément les comptes, c'est vrai. Non, il a perdu la gestion bancaire. Ouais, totalement. Ça, il ne le voit pas. Ça, il ne peut pas le savoir. Il ne peut pas le savoir. Mis à part s'il est pote avec le banquier et que le banquier lui passe un coup de fil en disant « Oh, mais attendez, vous aviez 800 000 euros de trésor, il n'y en a plus que 200 sur le compte. » Mais ça, c'est encore un autre problème. Le seul truc qu'il va voir, c'est la facturage. Parce que toi, tu vas lui demander, s'il reste en accompagnement 6 mois, que toutes les factures clients soient soumises sur telle adresse mail du facteur. Ça, oui. Exactement. Mais sinon, le reste, il ne va pas le voir. Il n'aura plus les accès au compte, il n'aura plus rien. Ouais, donc ça veut dire quand même que la compagnie du cédant, s'il doit rester, ça doit se faire sous forme de fees d'une structure séparée, enfin, qui facture à la boîte plutôt qu'il reste salarié dans la boîte quand même. Oui, et puis dans tous les cas, il aura une carte bancaire, par exemple, pour les achats du quotidien, etc. Mais il n'aura pas d'accès extranet au compte bancaire. Voilà. Après, Donc, il ne s'en aperçoit pas. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, il ne s'en aperçoit pas. Tant qu'il a son cash. En tous les cas, ça n'a jamais été un objet un moyen de conflit, de dire c'est parce que vous l'avez dit. Non. Avant, oui. Avant la session, oui. Mais une fois que c'est fait, voilà, c'est comme ça. Parce qu'avant la session, ils viennent chercher sur comment vous financez, avec quel argent, comment je fais. C'est ça que tu veux dire ou pas? Certains sont tatillons. C'est plus une discussion entre avocats. Une fois que tu as signé la LOI, il est soulagé. Il attend qu'une chose, c'est de faire les audits et de se débarrasser de sa boîte. Mais c'est souvent les avocats, quand ils discutent entre eux, en fait, ils ont un jargon entre eux. Et en fait, ce qu'on utilise dans le mastermind, ils l'appellent en fait un financement par le bas. Ouais, c'est ça, clair. Financement par la société fille. Donc, en fait, entre les avocats, ils discutent. Et l'avocat du cédant va lui dire « Ah ouais, mais vous ne saviez pas que dans LOI, il faisait un financement par le bas. » Le cédant dit « C'est quoi un financement par le bas ?» Il utilise les actifs de votre société pour pouvoir vous payer. Bon, c'est là où ça peut péter. Mais sinon, après la session, pas de problème. Et donc, le sujet peut intervenir malgré tout un peu avant. Ok, d'accord. Ouais. Ça marche. Ok. Une petite question, tu peux plus développer quand tu dis que le cédant peut voir ça du mauvais côté, le financement par le bas. Tu peux donner peut-être un exemple, s'il te plaît, Alexandre? Oui, en fait, comme le disait Sébastien, en fait, faut pas oublier que quand un cédant vend une entreprise, il vend un peu son bébé, quoi. Clairement, ça fait, alors si on est sur le schéma classique du chef d'entreprise de 65 ans, ça fait 30 ans qu'il a sa boîte, il l'a vu grandir, il est avec ses salariés, etc. Et en fait, ça lui fait un peu mal au cœur de voir que les achats qu'il a pu faire comptant, par exemple des machines ou autres, soient refinancés pour pouvoir lui payer le prix de cession. Il se sent un peu, comment dire, je n'ai pas trouvé le mot, mais pas arnaqué, parce que c'est pas le mot, mais ouais, en fait, il a l'impression qu'on vide un peu sa boîte pour pouvoir le payer lui. Et vu que lui, en fait, c'est son bébé, il veut de la pérennité, l'entreprise. Et il pense qu'en faisant ça, ça va mettre en berne, on va dire, cette pérennité. Oui, il y a quand même un transfert des risques. Il y a un transfert des risques, ouais. C'est sûr. Donc, quelque part, c'est aussi un peu une justification. Et puis, c'est pas de l'argent, et puis c'est de l'argent qu'on doit rembourser quand même. Bien sûr. Mais en fait, c'est en dehors de tout rationnel, en fait. Ouais, Oui. c'est ça. Ouais. C'est pour ça que je pose la question.
Ouais, Et ma question a été très psychologique dans la négo du deal, hein. C'est clair qu'après, d'un point de vue technique, il y a pas de problème. À la limite, il n'a rien à dire. Lui, l'argent, tant qu'il l'a et qu'il est d'accord sur un crédit vendeur et une partie en cash, l'argent, il l'aura. Mais c'est exactement ce que vient de dire Alexandre. J'ai des débuts de deal, j'en ai pas encore parlé, c'est peut-être un petit peu tôt, mais où effectivement, je sens poindre ce truc-là sur ma boîte. Si vous me dites que vous continuez à l'opérer de façon je dirais, sereine et pérenne, comme c'était le cas, bah, faut être vigilant sur le fait qu'on vient quand même pomper un gros coup à un moment donné, ponctuellement dans la boîte, quoi. ouais. Alors après, si on y réfléchit bien, si on fait un LBO bancaire avec une dette senior, c'est un peu la même chose finalement. On va pomper le BE pour remonter sur la holding et rembourser la dette senior. Donc, finalement, en fait, Non, mais à la fin, c'est la boîte qui paye la dette, quoi, hein. Je veux dire, y a pas de. oui, de toute façon, tu as raison. Mais c'est encore une fois, c'est un peu psychologique, c'est pour ça, c'est plus dans comment je présente le truc. C'est ça, sans qu'il ait l'impression qu'on soit le Il ne faut pas suceur le de présenter. de vache. Il Voilà. faut pas le présenter. Je pense qu'il ne faut pas le présenter. C'est pour ça qu'au moment de la LOI, c'est cash jour 1, Ouais. cash à 30 jours, cash à crédit vendeur. Il faut Alors pas justement, tu as eu la question, pourquoi 30 jours? 30 jours ou 60 jours, peu importe, selon ta structure Non, de non, deal. non, non, c'est pas ça que je veux dire. Mais il va te dire, mais pourquoi 30 jours? L'argent, vous l'avez pas le jour 1, mais pourquoi vous me dites que vous avez besoin de 30 jours? Ah. Oui, tu peux très bien lui dire que toi, tu as des partenaires bancaires ou des partenaires business angel qui attendent de rentrer dans l'entreprise, voir comment c'est géré, etc., pour financer, par exemple. Ok. Que les financements sont déjà acceptés, mais qui préfèrent être rassurés sur la gestion, qu'on prenne le lead dessus, voilà, etc. Il n'y a pas de souci. Mais en fait, on Ok. appelle ça un deal structuré, hein, mais en fait, Après, c'est trouver les bons mots pour rassurer et qu'on passe pas à dire, attendez, mais je comprends pas, quand on achète un appartement chez le notaire, on dépose l'intégralité de la somme et basta, quoi. Et là, vous dites qu'il y a une partie maintenant, une partie à 30 jours, une partie je vous prête, ça j'ai compris. Une partie tout de suite, ça je comprends, mais le truc à 30 jours, je comprends pas forcément. ouais, c'est ça. Ce qui est fou, c'est que sur des boîtes qui font entre 1 et 10 millions d'euros, où il y a des cédants qui sont peu éduqués, ça les choque. Mais quand on va sur des deals Exactement. de 30, 50 millions, 100 millions, les deals structurés, mais ça fait partie du paysage classique Et de ça veut M&A. dire, ça veut dire qu'il y a un argument en face et et une habitude. Non, mais si effectivement l'habitude, c'est de dire effectivement, j'ai un financement annexe, ok, d'accord, de type business angel ou crowdfunding qui met un peu de temps à rentrer, ouais, ok, ça peut être un. Ou une ligne de crédit qui est débloquable après la prise de possession de l'entreprise, tu vois. Il faut l'amener voilà, différemment. Mm. C'est là où il faut le blinder. Et c'est les avocats blindent le truc en disant de toute façon, ne vous inquiétez pas, monsieur le cédant, cet argent-là à 30 jours, il est validé. Ouais, Mais même dans un financement enfin, après, dans cette dimension psychologique, enfin, je trouve qu'il est même légitime de dire qu'aussi, quel que soit, même sur un financement traditionnel, quoi qu'il en soit, ils vont aussi regarder les actifs de la société. bien sûr. Donc l'un dans l'autre, quoi qu'il arrive, même dans le cadre d'un financement par le bas, j'ai presque envie de dire que dans un autre type de financement, ça sera la même chose. Ah, mais c'est exactement la même chose. Donc, Sauf que le cédant donc a là, 100% de la somme tout de suite, quoi. Voilà, donc c'est. oui, oui, oui. Ouais. Quelles sont les garanties pour le crédit vendeur, pour le vendeur, justement, dans le cas de ce crédit-là? Nantissement des titres de la société cible. Ah oui. Ok, parfait. Ouais. Merci. On pourra difficilement accepter autre chose. L'avocat du cédant va râler hein, là-dessus, hein. Il va dire non, non, mais nous, on veut une garantie bancaire, une garantie à première demande, Ouais. on veut une caution personnelle, etc. Forcément. Et là, c'est là où on va sortir notre LOI signé il y a 30 jours avec le cédant en disant non, non, regardez ce que c'est écrit. C'est écrit nantissement des titres. On ne dérogera pas là-dessus. Et ça, il faut se défendre, il faut être ferme là-dessus parce que l'avocat du cédant va chercher à avoir plus de garanties, inévitablement. Et c'est de son bon droit, hein. Ok, merci. Qui veut continuer? Plus personne? Juste une toute petite question. Est-ce qu'on peut, à notre stade, voir des deals au-delà de 10 millions? Tu peux Est-ce toujours. qu'on- est-ce Ouais. qu'on est-ce que notre système nous suivrait ou pas? Oui, oui, en fait, le système d'affacturage et d'ABL suit peu importe la taille.
En fait, j'ai fixé ce range entre 1 million et 10 millions d'euros parce qu'en dessous d'1 million, bah, il n'y a pas la trésor pour payer un DG. Et au-dessus de 10 millions d'euros, on commence à croiser des fonds d'investissement. Donc, c'est là où on va être moins compétitif parce que nous, on veut quand même du 3 fois le résultat ou le BE plus la trésorerie nette, alors qu'un fonds va offrir 5, 8 fois, 10 fois. Voilà. D'accord. Par rapport à la concurrence, en fait. Mais sinon, tu peux voir des deals à 15 millions. Tu vois, j'ai rendez-vous avec 2 membres du mastermind demain. On est en train d'étudier un deal à 58 millions. Donc, c'est pas, Donc, c'est bien dans nos capacités. C'était juste la question. c'est pas le financement, c'est juste la concurrence qui sera différente. D'accord. D'autres questions? Super. Bon, encore un beau coaching. Je vais regarder si l'application que j'ai mis en route, Fathom, marche bien. Et puis, je vous mets l'enregistrement comme d'hab sur le groupe School. Merci à tous. Ciao. Merci. Merci, au revoir.